La pluie avait transformé la route du cimetière en un ruban de boue noire. C'est là que le duc de Vexin la vit pour la première fois. Et il sut, avant même de retenir son cheval, que quelque chose n'allait pas du tout dans le monde d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée. Elle se tenait seule sous l'orme dénudée, à la lisière du domaine des Hartley. Elle n'avait pas de manteau sur les épaules. Le bas de sa robe pâle était assombri par la terre humide. Et bien que le vent tirât sur les mèches de ses cheveux, elle ne levait même pas la main pour les rassembler. Une femme ne se tenait pas ainsi, tête nue sous une froide pluie de printemps, sauf si on l'avait mise à la porte, avec l'interdiction de revenir. Isambard avait croisé 100 chagrins au cours de ses 36 ans, et il s'était appris à n'en ressentir aucun. Celui-ci l'arrêta, comme si une main s'était refermée sur son cœur. Il descendit de sa selle avant même d'en avoir pris la décision. Ses bottes s'enfoncèrent dans la boue. Il traversa le fossé et le petit muret effondré, les rênes toujours passées sur son bras. Le grand cheval gris le suivait de près, comme une ombre qui aurait pris du poids. Elle l'entendit enfin et se retourna. Il vit qu'elle avait pleuré, même si elle ne pleurait plus. Ses yeux étaient du gris du ciel au-dessus d'eux. Ils étaient bordés de rouge et gonflés, mais son regard était ferme. Il y avait en elle une dignité si contraire à sa détresse, que cela le frappa comme un coup. Elle avait un bleu sur la pommette. Il était pâle et jaunissant sur les bords, vieux de plusieurs jours. Elle avait une marque rouge et fraîche au poignet, là où une main l'avait saisi. Elle tenait ce poignet contre son corps comme pour le cacher. Cela lui indiqua qu'elle avait appris à n'attendre aucune aide. « Madame, dit-il, puis il s'arrêta. Elle avait tressailli à ce mot, comme s'il s'agissait d'une pierre qu'on lui jetait. Il adoucit sa voix jusqu'à ce qu'elle soit à peine plus qu'un murmure de pluie. « Qui vous a fait ça ?» Elle le regarda un long moment, cet étranger en redingote sombre, trempé aux épaules. Il la vit évaluer le danger qu'il représentait, face au froid dans son dos, et il comprit, avec une clarté qui lui fit honte pour tout son sexe, que chaque homme qui l'avait approché récemment était venu pour prendre quelque chose. Il ne bougea pas. Il la laissa regarder. Il avait appris, en gérant des créatures et des hommes effrayés, que l'immobilité était le discours le plus sûr. « Personne, monsieur, » dit-elle. Sa voix était basse, cultivée et complètement épuisée. « Personne ne m'a rien fait que le monde qualifierait de crime. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » dit le duc de Vexin. Quelque chose bougea sur son visage à ce moment-là, une fissure dans le calme qu'elle avait bâti pierre par pierre. Il apprendrait plus tard qu'elle avait passé 3 jours devant des portes qui ne s'ouvraient pas. Elle ne répondit pas, mais elle ne s'éloigna pas, et elle ne lui répéta pas que personne ne lui avait fait de mal. Il considéra ces 2 choses comme le début de la confiance. « Vous êtes trempé jusqu'aux os, dit-il. Vous allez attraper la fièvre. Et alors, celui qui a fait ça n'aura même pas à se donner la peine de finir le travail. Il y a une auberge à Marlow Cross, une auberge respectable. Elle est tenue par une femme honnête qui était la cousine de ma nourrice. Vous allez me laisser vous y conduire. Vous n'avez pas besoin de me donner votre nom avant de le vouloir. Et vous n'avez rien d'autre à me dire du tout. Mais vous n'allez pas rester dans ce fossé jusqu'à en mourir, madame. Je vous l'interdis. » Le coin de sa bouche trembla. Il pensa un instant terrible qu'elle allait rire. Le rire cassant d'une personne au bout de ses forces. Au lieu de cela, elle dit « Vous l'interdisez. Et qui êtes-vous, monsieur, pour m'interdire quoi que ce soit ?»« Isambard, dit-il. Le duc de Vexin. Mes terres jouxtent la frontière des Hartley à 3 miles au nord, bien que je n'y sois pas descendu depuis 2 ans. Honte à moi. » Il inclina la tête, l'eau coulant de sa chevelure sombre. « Et vous, madame, vous tremblez au point de tenir à peine debout. Et je préférerais être damné plutôt que de vous laisser ici. Pardonnez ma franchise. Il n'y a pas de temps pour les manières. » Il vit que le nom l'avait atteinte, il la vit le reconnaître. Et il vit aussi la lueur de désespoir qui suivit. Cette lueur lui en dit plus qu'1 heure de confession n'aurait pu le faire. Elle connaissait son rang. Et en le connaissant, elle s'attendait à ce que sa situation empire et non s'améliore, ce qui signifiait que le rang et ses privilèges avaient déjà été retournés contre elle par un homme qui les portait. Il classa cette observation avec la précision froide qui l'avait rendu craint dans 3 comtés. Et une terreur dans les maisons de près de la capitale. Et il lui offrit son bras. Elle ne le prit pas, mais elle marcha à ses côtés jusqu'au cheval. Et quand il vit qu'elle ne pouvait pas monter à cause du tremblement de ses membres, il la souleva devant lui sans demander la permission.
Car Demander l'aurait forcé à refuser. Il la plaça de côté sur le pommeau de la selle, son bras comme une barre de fer dans son dos. Et il sentit à quel point elle était frêle sous sa robe abîmée. Comment le froid s'était si profondément infiltré en elle qu'elle avait cessé de frissonner. Ce qui est le pire signe. Et il lança le cheval gris au petit galop sous la pluie. Et il ne ralentit pas jusqu'à ce que les lampes de Marlow Cross apparaissent, jaunes à travers la brume. Madame Peverell, qui tenait l'auberge, était une femme large, perspicace et bienveillante. Elle jeta un seul regard au fardeau sur la selle du duc. Elle ne posa aucune question importante. Elle aboya seulement des ordres à ses filles. Elle demanda des briques chaudes, du linge sec et un grand feu dans le petit salon. Ce salon se trouvait derrière la salle commune, où aucun voyageur ordinaire n'entrerait. Isambard porta lui-même la femme en haut de l'escalier étroit, car elle s'était évanouie quelque part durant le dernier mile, glissant dans l'obscurité contre sa poitrine avec un petit bruit qu'il entendrait dans son sommeil pendant une semaine. Il la déposa sur le lit de la meilleure chambre et recula. Il laissa les femmes faire leur travail, et il se tint dans le couloir, son chapeau à la main comme un garçon devant une chambre de malade. Et il fut surpris de constater que ses mains n'étaient pas tout à fait stables. « Elle s'en sortira », lui dit Madame Peverell 1 heure plus tard. Elle sortit et tira la porte derrière elle. « Elle est chaude maintenant, et elle dort. La fièvre monte, je n'en doute pas. Elle est jeune, et elle a du cran. Celle-là, même si elle est usée jusqu'à la corde. Votre grâce. » Elle croisa ses bras rouges. « Je vais dire ce qui n'est pas de mon ressort. Parce que vous avez été correct avec moi et les miens. Et je ne veux pas qu'on pense que j'ai fermé les yeux. Ce n'est pas une femme qui a eu un malheur ordinaire. Si vous voyez ce que je veux dire, il n'y a aucune honte sur elle qu'elle ait causée. Ces bleus sont l'œuvre d'un homme, et son état. 3 jours sans manger, à vue de nez. C'est une maison qui l'a mise dehors. Je sais sur quelle terre vous l'avez trouvée. Les terres des Hartley, dit le duc. Les terres de Sir Rowland Hartley, dit Madame Peverell. Et elle pinça les lèvres comme si le nom avait un goût de pourri. Son tuteur, c'était lui. C'est Mademoiselle Garland, votre grâce, si je ne me trompe pas, et je parierai l'auberge que j'ai raison. Yvain Garland, la fille du vieux monsieur Garland, celui qui avait Willow Wire avant de mourir. Que Dieu ait son âme, un gentleman s'il en fut. Et ils disent, elle s'arrêta. Dites-le, dites le duc de Vexin très doucement. Ils disent qu'elle s'est déshonorée, continua Madame Peverell, réticente mais honnête, qu'elle a refusé un beau parti, qu'elle s'est conduite sans vergogne, et qu'elle a volé dans le coffre-fort de son propre tuteur, et qu'il a fallu la chasser pour le bon nom de la famille. C'est ce qui se dit dans le comté, monsieur. C'est ce qu'on raconte dans tous les salons d'ici à Ashcombe. Mais j'ai des yeux dans la tête, et je tiens une auberge depuis 20 ans. Et je reconnais un mensonge quand on le colle sur le dos d'une fille aussi grossièrement. Quelqu'un a monté une belle histoire, votre grâce. Et quelqu'un avait une bonne raison de le faire. C'est tout ce que je dirai. Le duc resta silencieux dans la faible lumière de la lampe du couloir. En bas, dans la salle commune, des hommes riaient devant leur bière. Des hommes ordinaires rentrant chez des épouses ordinaires. Et il pensa à la femme derrière la porte, avec le bleu sur sa joue et la marque sur son poignet, et tout le poids du mépris d'un comté sur ses frêles épaules. Et il sentit quelque chose se retourner dans sa poitrine, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Tué avec le reste de ses sentiments plus tendres pendant la guerre et les années qui suivirent. Ce n'était pas de la pitié. La pitié était une chose confortable qui permettait à un homme de ne rien faire. Ceci était plus dur et plus brûlant, et cela avait une forme, et la forme de cela était une question. La même question qu'il lui avait posée sous la pluie, et il avait l'intention d'en avoir la réponse complète, même s'il devait aller au bout du monde, et au fond de chaque coffre-fort du comté. Qui vous a fait ça? Il apprendrait leur nom, et alors, que Dieu leur vienne en aide, ils apprendraient le sien. Il prit une chambre pour lui-même à l'auberge cette nuit-là. Bien que Vexin Court ne se trouvât qu'à 11 miles à l'est et que son propre lit l'y attendit, car il découvrit qu'il ne pouvait pas mettre 11 miles entre lui et cette porte. Il resta assis tard dans la salle commune avec un unique verre de clairet qu'il ne but pas. Et il écouta. Un homme de son rang, assis tranquillement dans un coin, avec assez d'argent pour garder l'aubergiste amical. Il entend beaucoup de choses, et le comté était plein du scandale Garland, comme une ruche est pleine d'abeilles. Il l'entendit 3 fois avant que le feu ne baisse.
chaque conteur ajoutant sa propre touche au récit. Et à la troisième narration, le duc avait assemblé la version publique complète, la version que Sir Rowland Hartley avait construite et laissée courir. Mademoiselle Evan Garland, disait-on, était la pupille de Sir Rowland depuis la mort de son père quelques 4 ans auparavant. Sa fortune était détenue en fiducie jusqu'à son mariage ou sa majorité. Elle était fiancée depuis 18 mois à M. Julian Fenn, un gentleman de bonne famille et de meilleures perspectives, neveu et héritier du riche et goûteux Lord Ashcombe. Un parti splendide, tout s'en convenait, bien au-dessus de ce qu'une Garland aurait pu espérer, et réglé à la satisfaction de toutes les parties. Et puis, il y a moins de 15 jours, tout s'était effondré. Les fiançailles étaient rompues. Monsieur Fenn s'était désisté, et avec raison, car Mademoiselle Garland, murmurait-on, s'était révélée infidèle et volage. Elle avait été découverte dans une situation compromettante. Elle s'était montrée indigne d'être l'épouse d'un honnête homme. Et quand Sir Rowland, son tuteur, l'avait confrontée à sa honte, elle était entrée dans une colère folle, et elle avait été surprise la main dans son propre coffre-fort, volant ce qu'elle pouvait avant de s'enfuir. Il avait été forcé, pour l'honneur des 2 maisons, de la mettre à la porte, une triste affaire, une vipère dans son sein. Le sang parlera, disait-il, bien qu'il ne puisse dire de quel sang il s'agissait, quand son père avait été un modèle d'honnêteté. Le duc de Vexin écouta tout cela avec un visage de pierre et un esprit comme un moteur froid, et il trouva le mensonge à ses coutures. Comme un homme qui a acheté, vendu et ruiné pendant 20 ans trouve la fausse soudure dans une chaîne. Considérez, pensa-t-il, tournant le verre entre ses longs doigts. Une femme refuse un parti splendide et se déshonore. Très bien, mais alors son tuteur, dont tout le devoir et l'intérêt est de l'avoir mariée honorablement et sa fortune transmise, ne tait pas discrètement le scandale et ne l'envoie pas chez un lointain cousin, comme tout homme prudent le ferait, pour sauver ce qui peut être sauvé. Il proclame sa ruine sur les toits. Il noircit sa réputation, au point qu'aucun parti, aucun sauvetage, aucun avenir tranquille ne puisse jamais être le sien. Un homme ne fait cela que si une femme mariée et respectable est plus dangereuse pour lui qu'une femme ruinée et muette. Et la fortune d'une pupille détenue en fiducie, à qui revient-elle et selon quelle comptabilité, si elle devait mourir non mariée et déshonorée, ou disparaître, ou ne plus jamais être crue, par quiconque pourrait poser une question embarrassante sur l'état de la succession de son père. Il ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais il en connaissait la forme, et la forme était celle d'un vol. Et le vol était ancien et important, et la ruine de la jeune fille en était la couverture. Monsieur Julian Fenn, le fiancé infidèle, avait été payé, ou promis, ou persuadé de se désister et de prêter son nom à son déshonneur. Et un comté plein de gens confortables avait avalé l'histoire toute crue, parce qu'il est toujours plus facile et plus agréable de croire une jeune femme méchante que de croire un chevalier d'ancienne famille un voleur. Le feu tomba en braise. La salle commune se vida. Madame Peverell vint pour couvrir les charbons et trouva le duc de Vexin toujours assis. Son vin non touché était devenu sombre et tiède dans le verre. Ses yeux fixaient la dernière lueur rouge. « Vous voudrez votre lit, monsieur ?»« Présentement. »« Madame Peverell, une question. »« So Sir Rowland Hartley. À qui doit-il de l'argent ?» Elle cligna des yeux. « À tout le monde, monsieur. D'après ce que j'entends, il entretient une grande maison et des chevaux encore plus grands. Et on dit que ses terres sont hypothéquées jusqu'au cou. Mais c'est un baronnet, une vieille famille. Et les gens accordent du crédit aux vieilles familles plus longtemps qu'ils ne le devraient. Ils le font, convint le duc. C'est une des charmantes folies de ce monde. Il se leva, et il était très grand dans la pièce basse. Et la dernière lueur du feu courut, rouge, le long de la chevalière à sa main droite. L'anneau qui avait scellé des contrats qui avaient rendu des hommes riches pauvres. Je voudrais une plume et du papier demain matin, et un homme rapide pour porter des lettres en ville. Je découvre que j'ai des affaires dans ce comté, après tout. Des affaires, votre grâce? Une vieille dette, dit le duc de Vexin. Et bien que sa voix fût calme, l'aubergiste recula d'un demi-pas sans savoir pourquoi. Pas la mienne, mais j'ai l'intention de l'avoir payée. Il monta l'escalier étroit. À la porte de la meilleure chambre, il s'arrêta et écouta.
et il entendit la respiration régulière de la femme à l'intérieur. Endormi enfin, au chaud et en sécurité pour la première fois depuis il ne savait combien de temps, et quelque chose se détendit un tout petit peu dans sa poitrine. Il n'ouvrit pas la porte, il n'en avait pas le droit, et il ne prendrait aucun droit qui ne lui aurait pas été donné. Mais il resta là un moment dans le noir. Un homme qui se croyait fini avec les sentiments, et il lui fit une promesse qu'elle ne pouvait pas entendre, et n'avait pas demandé. Et ce fut la chose la plus vraie qu'il ait dite à voix haute depuis des années. « Je les trouverai tous, dit-il si doucement que les mots agitèrent à peine l'air. Et quand j'aurai fini, madame, il n'y aura pas un homme cruel dans ce comté qui osera prononcer votre nom autrement qu'avec son chapeau à la main. » Puis il alla dans son propre lit froid et resta longtemps éveillé, et il planifia. La fièvre tomba la deuxième nuit, et le troisième matin, le duc de Vexin fut autorisé à la voir. Il avait attendu avec une patience qui le surprit. Il n'était pas, par nature ou par longue habitude, un homme patient. Il s'était habitué à ce que le monde s'arrange devant lui, et à la satisfaction rapide d'une volonté que peu osaient contrarier. Mais il était resté assis 2 jours entiers dans le petit salon de l'auberge, expédiant des lettres en ville par messager rapide et en recevant d'autres, les lisant près du feu pendant que la pluie s'épuisait contre la vitre. Et il n'avait pas une seule fois essayé la porte de la meilleure chambre, car il avait dit qu'il ne prendrait rien qu'elle ne lui ait donné. Et il découvrit que tenir une promesse à une femme qui ne pouvait pas le voir la tenir était une discipline qu'il n'avait jamais pratiquée. Et il découvrait maintenant qu'il en avait besoin. Madame Peverell descendit enfin et dit « Elle demande qui l'a amenée ici, monsieur, et je le lui ai dit. Elle dit qu'elle voudrait vous remercier, si vous le voulez bien. Elle est encore faible. 10 minutes, pas plus, et je serai dans l'escalier. » La chambre était petite et propre. La fenêtre était grise de la fin de la pluie, et Eve Garland était assise, appuyée contre les oreillers, dans une chemise de nuit empruntée trop grande pour elle, un châle sur ses épaules, ses cheveux sombres brossés et tressés par une des filles de l'auberge. Le bleu sur sa joue s'était estompé en une tache comme de la vieille encre. Elle était encore plus mince qu'il ne l'avait pensé, ses poignets comme ceux d'un oiseau. Mais la fièvre avait laissé une légère couleur sur son visage, et ses yeux, quand ils se levèrent vers les siens, étaient clairs. « Votre grâce, dit-elle, et fit mine de se lever. « Vous ne ferez rien de tel, dit-il, et il prit la chaise près du lit. Il la plaça à une distance respectueuse, son chapeau sur son genou. « Vous avez été très malade. Madame Peverell me dit que vous souhaitez me remercier. »« Vous n'avez pas à le faire. Je n'ai rien fait que tout homme avec des yeux et un cheval n'aurait pu faire. Et pourtant, aucun homme avec des yeux et un cheval ne l'a fait, dit-elle. Pendant 3 jours, votre grâce, des hommes avec des yeux et des chevaux sont passés devant moi sur cette route. Ils ont regardé et ont continué leur chemin. J'avais commencé à me croire un fantôme. » Elle dit cela sans apitoiement, comme un simple bulletin météorologique, et c'était pire pour cela. « Alors je vous remercierai si vous le permettez, puisque cela ne me coûte rien et que je n'ai rien d'autre à donner. »« Vous ne me devez ni argent ni gratitude, dit le duc, mais je vous demanderai un paiement si vous voulez bien l'entendre. Et ce n'est que ceci, que vous me disiez la vérité. J'ai entendu l'histoire que le comté raconte sur vous. Je ne l'ai pas cru dans la salle commune, et je la crois encore moins assis ici. J'aimerais entendre la vôtre. » Il vit la méfiance se refermer sur elle comme un volet. « Pourquoi ?» dit-elle. « Qu'est-ce que cela peut faire à un duc de Vexin qu'une pupille ruinée dise vrai ou faux? Vous avez votre nom, vos terres et votre bonne opinion du monde. Mon histoire ne peut que les troubler. Laissez-moi être franc avec vous, mademoiselle Garland, car j'ai découvert que la franchise est la seule bonté qui dure. » Il tourna lentement le chapeau dans ses mains. « Je suis un homme sans beaucoup de vertu. Je ne vais pas à l'église plus de 3 fois par an. Je me suis fait des ennemis, et j'ai apprécié de le faire. J'ai ruiné des hommes qui le méritaient, et pardonnerai-je ceux qui ne le méritaient pas. Et je n'ai pas toujours senti la différence comme je l'aurais dû. Mais j'ai cette seule chose à laquelle je me tiens, et je m'y tiens d'autant plus fort que j'ai si peu d'autres choses. Je ne supporte pas un mensonge dit par les forts contre les faibles pour couvrir un vol. J'ai passé 20 ans dans les maisons de comptabilité et les tribunaux à en apprendre l'odeur. Et je l'ai senti dans cette salle commune, épaisse comme de la fumée. Quelqu'un vous a volé, mademoiselle Garland. Quelqu'un a pris quelque chose qui était à vous et a habillé le vol de votre déshonneur pour que personne ne le cherche.
J'ai l'intention de trouver cette personne. Je le trouverai que vous me racontiez votre histoire ou non, car je suis un homme têtu, et la chose m'offense. Mais cela irait plus vite et vous coûterait moins cher si vous me disiez la vérité. C'est là tout mon intérêt. Vous pouvez le croire ou non, comme vous le choisirez. Elle resta silencieuse un long moment, l'étudiant de ses yeux gris et clairs, et il la laissa faire, et ne détourna pas le regard. Et enfin, quelque chose en elle sembla céder. Pas par confiance exactement, mais par l'épuisement pur de porter seule la vérité. Mon père était Edmund Garland de Willowwire, dit-elle. Un homme tranquille, un érudit, pas de tête pour l'argent et aucun désir d'en avoir une, mais honnête jusqu'à la moelle. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Quand mon père est mort il y a 4 ans, j'avais 19 ans, et son testament nommait son vieil ami Sir Rowland Hartley comme mon tuteur. Et il a mis ma fortune sous la tutelle de Sir Rowland jusqu'à ce que je me marie ou que j'atteigne l'âge de 25 ans. On a pensé que c'était une grande bonté de la part de Sir Rowland d'accepter cette charge. Tout le monde le disait. Mon père lui faisait entièrement confiance. Mon père, que Dieu ait son âme, faisait confiance à tout le monde. Ce qui est une chose charmante chez un homme et fatale chez un père. Quelle était l'importance de la fortune? Demanda le duc. Willowwire, qui est un bon petit domaine, environ 600 livres par an, et 30 000 livres dans les fonds. Elle dit le chiffre, puis le regarda, comme pour le défier de changer d'expression, comme les visages des hommes changeaient à ce chiffre. Le sien ne changea pas. 30 000 livres, votre grâce. C'est pourquoi je n'ai jamais manqué de prétendants et n'ai jamais fait confiance à aucun d'eux. Mon père disait, une fille avec 30 000 livres doit épouser un homme qui la prendrait avec 300, si elle pouvait le trouver, et ne pas se soucier du reste. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais j'ai trouvé Julian Fenn, ou plutôt, Sir Rowland l'a trouvé pour moi. Et cela a été arrangé, et je ne m'y suis pas opposé. Parce que M. Fenn était beau et facile à vivre, et disait les choses qu'une fille de 22 ans aime entendre. Et parce que je ne savais pas alors qu'il y avait quoi que ce soit à objecter. Et maintenant je sais beaucoup de choses. Ses mains se resserrèrent sur le châle. Cela a commencé par de petites choses. Je demandais à Sir Rowland des nouvelles de mes affaires, de mes revenus, de la gestion de Willowwire, comme mon père m'avait appris à le faire. Car il disait qu'une femme qui ne comprend pas son propre argent est une bourse qui attend d'être coupée. Sir Rowland souriait, me tapotait la main et me disait de ne pas m'en faire, que tout allait bien, que c'était des affaires d'hommes. Au début, j'ai laissé faire. Puis, il y a quelques mois, le mari de ma vieille nourrice, qui avait été intendant à Willowwire du temps de mon père, est venu me voir en privé. Il était mourant, votre grâce, et je pense que cela pesait sur sa conscience. Il m'a dit que Willowwire avait été laissé à l'abandon, les tenanciers exploités, le bois vendu. Et les loyers ne m'arrivaient plus du tout, mais allaient directement sur le compte de Sir Rowland. Et il m'a dit qu'il avait entendu, bien qu'il ne puisse pas le prouver, que les 30 000 livres dans les fonds avaient été vendus il y a 2 ans, et placés dans les projets de Sir Rowland, des canaux et des mines, et je ne sais quoi. Et qu'il en avait perdu la plus grande partie dans la faillite d'une banque l'hiver dernier. Le duc resta très immobile. Il a joué votre fortune et l'a perdue, dit-il. Et vous l'avez découvert. J'ai commencé à le découvrir, dit-elle. Je ne savais pas tout. Je ne le sais toujours pas. Mais j'ai posé des questions. J'ai écrit à l'ancien avocat de mon père en ville, un certain monsieur Sedge, et j'ai demandé à voir les comptes de la fiducie, ce que j'ai le droit de faire à 25 ans. Mais je ne pensais pas que cela ferait de mal de demander plus tôt. Et cela, votre grâce, a été le début de ma fin. Parce que Sir Rowland ne pouvait pas me laisser épouser Julian Fenn. Expliquez-moi, dit le duc, bien qu'il ait déjà compris et souhaitait l'entendre le dire. Quand je me marierai, dit Evan, la fiducie devait être liquidée et ma fortune remise à mon mari, avec un règlement pour moi. Il y aurait eu une comptabilité. Les avocats de mon côté et du côté de mon mari auraient examiné les livres, et les livres auraient montré que les 30 000 livres avaient disparu et Willowwire saignait à blanc. Sir Rowland aurait été démasqué comme un voleur et très probablement emprisonné pour cela, ou pire. Il ne pouvait pas permettre que le mariage aboutisse à cette comptabilité, mais il ne pouvait pas non plus simplement l'interdire sans raison, car cela aussi aurait soulevé des questions. Il avait donc besoin que le mariage soit rompu de telle manière que la faute m'incombe entièrement, et que mon nom soit si noirci
que personne ne se donnerait plus jamais la peine d'examiner mes affaires, ou de me croire si je parlais, ou de chercher à m'épouser et à ouvrir ses livres. Une femme ruinée, votre grâce, n'est pas auditée. Elle est seulement plainte ou méprisée, et oubliée. C'est ce que je suis devenu. C'est ce que j'étais en train de devenir sous la pluie, quand vous m'avez trouvé. Julian Fenn, dit le duc, le fiancé infidèle. Il était dans le coup. Sa bouche se tordit. Il a été acheté, dit-elle à voix basse. Je ne voulais pas le croire, même à la fin. Mais oui. Il y a 3 semaines, j'ai été invité à une soirée à Ashcombe, la demeure de l'oncle de Julian, Lord Ashcombe. On m'a éloigné de la compagnie, conduite dans une pièce privée sous un prétexte. Un message disant que mon fiancé souhaitait me parler seul. Quand je suis arrivé dans la pièce, Julian était là. Et un instant plus tard, 3 autres personnes sont arrivées comme par hasard, Lady Ashcombe parmi elles, de sorte que j'ai été découverte, une jeune fille fiancée seule dans une pièce sombre avec un homme, mes cheveux en désordre, car il avait mis ses mains, elle s'arrêta, la mâchoire serrée. Tout était arrangé, pour ressembler à ce que l'on voulait que ça ressemble. Julian a rompu le lendemain matin, tout en honneur blessé et cœur brisé, et il a laissé entendre qu'il m'avait trouvée légère, qu'il y en avait eu d'autres, qu'il ne pouvait pas en conscience épouser une telle femme. Et Sir Rowland, mon gentil tuteur, a appuyé chaque mot. Et il a ajouté que, confronté, j'étais devenue violente et avais été surprise en train de voler dans son coffre-fort, ce qui était le comble. Car maintenant, je n'étais pas seulement légère, mais une criminelle. Et une criminelle n'a aucune légitimité pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit. Il m'a mise à la porte la même nuit. Le bleu que vous avez vu, votre grâce, il me l'a fait quand je n'arrêtais pas de réclamer les comptes de mon père. La marque sur mon poignet, c'est son fils qui l'a faite quand j'ai essayé d'atteindre la porte de la pièce où sont conservés les papiers de la fiducie. Je n'ai pas mangé sous un toit depuis. Willowire m'est interdit. Le comté croit que j'ai eu ce que je méritais. Et voilà, votre grâce, ma véritable histoire, que vous avez demandée, et que je n'ai jamais racontée entièrement à une âme qui vive jusqu'à cette heure, parce qu'il n'y avait aucune âme qui vive qui l'aurait cru. Le duc de Vexin ne parla pas tout de suite. Il découvrit qu'il ne le pouvait pas, car ce qu'il ressentait était trop grand et trop brûlant pour les mots. Et il avait appris jeune qu'un homme qui parle dans cette chaleur dit des choses qu'il ne peut pas réparer. Alors il s'assit et maîtrisa sa colère. Et quand il l'eut maîtrisé, il posa son chapeau et se pencha un peu en avant, les coudes sur les genoux, et il la regarda fixement. « Je vous crois, dit-il. Je veux que vous entendiez ces mots, mademoiselle Garland, clairement et une fois, parce que je pense que cela fait longtemps que personne ne vous les a dit. Je crois chaque mot, pas parce que vous êtes pitoyable, car vous ne l'êtes pas. Vous êtes la femme ruinée la moins pitoyable que j'ai jamais rencontrée, et j'en ai rencontré beaucoup. Je vous crois parce que c'est vrai, et parce que ça colle, et parce que j'ai passé ma vie parmi des hommes comme Sir Rowland Hartley. Et je sais précisément comment leurs esprits sont meublés. Vous n'avez pas la moindre raison de me faire confiance, mais je vais vous demander de le faire, un peu à la fois, et je vais le mériter. Votre grâce, commença-t-elle. Écoutez-moi jusqu'au bout. On vous doit des comptes, et vous les aurez. Il y a une fiducie, et une fiducie a une trace écrite. Et une trace écrite peut être suivie par un homme avec l'argent et la malice pour la suivre. Et j'ai les deux en généreuse mesure. Il y a des dettes sur le domaine de Hartley, et j'ai déjà ce matin commencé à les racheter discrètement. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que d'ici 15 jours, je serai l'homme à qui Sir Rowland Hartley doit une très grande somme d'argent. Et un débiteur est une curieuse sorte de prisonnier, mademoiselle Garland. Il y a monsieur Julian Fenn qui a accepté de l'argent pour vous ruiner. Et l'argent, une fois pris, peut être tracé. Et un homme qui a fait une chose honteuse pour un prix peut généralement être persuadé d'en faire une pire pour un prix plus grand ou une plus courageuse par peur. Il y a Lord Ashcombe, dont la maison a été utilisée pour le piège et qui pouvait ou non le savoir. Et il me sera très utile de découvrir lequel. J'ai l'intention de les démanteler, mademoiselle Garland, chacun à leur tour. Pas avec mes mains, bien qu'il y ait eu un temps où j'aurais pu, mais avec la loi et le grand livre, qui sont plus lents et plus froids. Ne laissent aucune échymose et ne peuvent être défaits.
Et quand j'aurai fini, la vérité se tiendra en plein jour et sera vue. Et votre nom sera lavé, quoi qu'il en soit par ailleurs. Elle le fixait maintenant, et des larmes perlaient dans ses yeux, et elle les combattait. Et il fit semblant de ne pas voir, car il pensait qu'elle ne le remercierait pas d'être vu pleurer 2 fois par le même homme. « Pourquoi ?» dit-elle enfin, sa voix pas tout à fait stable. « Vous ne m'avez toujours pas vraiment dit pourquoi. Des dettes et des grands livres, et 15 jours de votre vie. Et l'inimitié de la moitié du comté, pour une femme que vous avez trouvée dans un fossé. Les hommes ne font pas de telles choses, votre grâce, pour rien. J'ai appris cette leçon de manière sanglante et entière. Alors dites-moi le prix. Dites-moi clairement ce que vous voulez de moi, et laissez-moi décider si je peux supporter de le payer. Car je suis si fatigué, et je préférerais connaître la forme de la cage avant d'y entrer. » Le duc de Vexin la regarda un long moment, le visage mince, courageux, ruiné, et les yeux qui avaient appris à s'attendre à une facture au bas de chaque gentillesse, et il sentit la vieille colère se retourner en lui à nouveau. Pas contre elle, jamais contre elle, mais contre le monde des hommes qui lui avait appris à poser cette question à un étranger qui ne souhaitait que l'aider. « Il n'y a pas de prix, dit-il. Je sais que vous ne pouvez pas le croire, et je ne perdrai pas mon souffle à vous le demander. Alors, je dirais plutôt, observez-moi. Jugez-moi par ce que je fais et non par ce que je dis, car c'est ainsi que j'ai toujours demandé à être jugé, et cela m'a mieux servi que ma parole ne l'a jamais fait. Je ne vous demande rien, mademoiselle Garland, rien du tout. Quand ce sera fini, vous aurez votre fortune, votre nom et votre volonté. Et vous pourrez les prendre et aller au bout du monde, et ne plus jamais penser à moi. Et je me considérerai bien payé par la vue du visage de Sir Rowland Hartley, quand l'heure des comptes viendra. » Il se leva et prit son chapeau. « Voilà tout le marché. Reposez-vous maintenant. Vous avez raconté votre histoire, et vous n'aurez plus jamais à la porter seule. » Il était à la porte quand elle prononça son nom, pas son titre. Et cela l'arrêta, la main sur le loquet. « Isambard, dit-elle, le testant comme si c'était un mot dans une langue qu'elle ne savait pas qu'elle parlait. C'est un nom étrange, ancien, royal. C'était celui de mon grand-père, dit-il, et du sien avant lui. Cela signifie, m'a-t-on dit, fer et brillant. Ce que ma mère trouvait très drôle, car j'étais un enfant maladif et silencieux, et ni l'un ni l'autre. Il faillit sourire. J'ai au moins grandi pour correspondre à la première moitié. Les 2 moitiés, je pense, dit Evan Garland doucement, et elle le regarda. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait vue sous la pluie, il n'y avait aucune peur sur son visage. « Allez faire votre terrible travail, votre grâce. Je découvre que j'aimerais beaucoup être ici pour en voir la fin. » Et le duc de Vexin descendit l'escalier étroit avec son cœur, faisant quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Et il n'examina pas pour le moment ce que c'était. Le duc de Vexin n'allait pas à la guerre comme les autres hommes, avec des héros, des défis et le fracas bruyant de l'orgueil. Il y allait tranquillement, par l'intermédiaire d'avoués, de banquiers et de l'achat discret de papier. Et la première chose que Sir Rowland Hartley en sut fut le silence. C'était, réfléchit le duc, en parcourant les 11 milles jusqu'à Vexin Court le 4e matin pour mettre sa propre maison en ordre pour la campagne. Le grand secret du pouvoir que si peu comprenait. Que sa plus haute expression n'était pas le coup, mais le retrait du sol sous les pieds d'un homme. Fait si doucement que l'homme continuait à se tenir debout un moment, ne réalisant pas encore qu'il avait commencé à tomber. Il avait rouvert le château, qui était resté fermé ces 2 dernières années, depuis qu'il s'était lassé de la société, et s'était retiré dans la gestion de ses domaines et de ses inimitiés. Il convoqua son homme d'affaires, Hollis, une personne sobre, sèche, infatigable d'environ 50 ans, qui avait servi le duc pendant 15 ans, et n'avait jamais été surpris par une instruction. Et il lui confia la tâche. Ed Hollis la reçut comme il recevait toute chose, avec une petite inclination de la tête et en taillant sa plume. « Toutes les dettes que Sir Rowland Hartley a, dit le duc, debout devant la longue fenêtre de la bibliothèque, les mains jointes derrière le dos, regardant le parc vert et humide. Achetez-les, toutes. L'hypothèque sur les terres des Hartley, si elle peut être obtenue, qui est, me dit-on, détenue par une banque de la ville, et s'élève à quelque 18 000 livres. Les factures des commerçants, qui seront plus petites et dispersées, et qu'ils jugent indignes d'attention.
Achetez celle-là aussi, Hollis, surtout celle-là. Car un grand homme n'est jamais aussi effrayé que lorsqu'il apprend que son marchand de vin et son cellier ont été rachetés par-dessus sa tête. Faites-le discrètement, sous 3 noms qui ne sont pas le mien, pour qu'il ne voie pas la main avant qu'elle ne se referme. Je veux tenir l'ensemble de ces dettes dans un seul point avant qu'il ne soupçonne qu'il y a un point. Cela nécessitera de l'argent liquide, votre grâce, une somme considérable déboursée d'un coup. J'ai une somme considérable. J'ai peu d'autres choses pour la dépenser et personne à qui la laisser. Dépensez-la. Il se détourna de la fenêtre. Et Hollis, il y a une fiducie, la fiducie Garland. Sir Rowland le fiduciaire, concernant le domaine du défunt Edmund Garland de Willowwire et la personne de sa fille, mademoiselle Evaine Garland. 30 000 livres dans les fonds et un petit domaine foncier. On me laisse entendre que l'argent a été détourné et le domaine dépouillé. Je veux des preuves. Pas des rumeurs, pas la parole d'un intendant mourant sur son lit de mort, bien que nous l'aurons aussi et l'accueillerons, mais des preuves qui tiendront devant une cour de chancellerie et aux yeux du comté. Il y avait un avocat, M. Sedge, à qui mademoiselle Garland a écrit, et qui n'a pas, je pense, répondu, ou a répondu et a été réduit au silence. Trouvez Sedge, trouvez le courtier qui a vendu les fonds, trouvez la banque dont la faillite a englouti l'argent. Suivez le papier, Hollis. Il y a toujours du papier. Les hommes comme Hartley sont trop fiers et trop paresseux pour tout brûler, et trop friands de leur propre intelligence pour penser qu'ils en ont besoin. Hollis écrivit et ne leva pas les yeux. Et l'objectif, votre grâce, quand j'aurai tout en main, les dettes et les preuves. Quel est l'objectif? Le duc de Vexin considéra la question et découvrit que la réponse honnête le surprenait. Et il la donna honnêtement, car Hollis l'avait méritée et la garderait. Pour la mettre en sécurité, dit-il, et ensuite pour la rendre libre. Et quelque part entre les deux, Hollis, pour faire comprendre très clairement à un certain type d'homme dans ce comté qu'il y a un prix pour la ruine d'une femme sans défense, et que je me suis nommé percepteur de ce prix. Voilà les objectifs. L'ordre peut varier. Occupez-vous-en. Il retourna à Marlow Cross ce soir-là, bien qu'il n'y en eût pas besoin, et il se dit qu'il y en avait besoin, et ne se crut pas, et s'en moqua un peu. Au fil des jours qui suivirent, une chose étrange grandit entre le duc et la femme qu'il avait trouvée sous la pluie. Et elle grandit comme les choses les plus fortes grandissent, sans être remarquées, à partir des petites affaires des heures ordinaires. Il venait chaque jour à l'auberge, d'abord sous le prétexte de rapporter ses progrès, puis sans prétexte du tout. Elle se remettait lentement. Madame Peverell lui donnait du bouillon, puis du pain, puis triomphalement une volaille rôtie entière, et la grondait de pleurer sur tant de gentillesse. Et elle descendit enfin, enveloppée dans un châle, pour s'asseoir dans le petit salon près du feu, pendant que le duc écrivait ses lettres. Et il parlait. Il n'avait pas parlé à une femme, réalisa-t-il, depuis plus d'années qu'il ne pouvait facilement en compter. Il avait parlé à des femmes, dans des salles de bal, qu'il avait depuis longtemps cessé de fréquenter. L'escrime vide du marché du mariage. Et il avait trouvé cela fastidieux. Et les femmes, la plupart d'entre elles, étaient éduquées pour être fastidieuses, ce qui n'était pas leur faute. Evaine Garland n'avait pas été éduquée ainsi. Elle disait ce qu'elle pensait, et pensait beaucoup. Et quand il lui disait une dure vérité sur le monde de l'argent et des hommes, elle ne s'agitait pas ni ne flattait. Mais elle le pressait de questions, voulant comprendre, et elle comprenait plus vite que la plupart des hommes avec qui il traitait. Son père lui avait appris le latin, les mathématiques et la gestion d'un domaine. Toutes les choses qu'un gentleman pensait gaspiller sur une fille. Et cela n'avait pas été gaspillé. Et le duc découvrit qu'il pouvait lui exposer toute la forme de sa campagne. Et elle en verrait les failles et les ouvertures. « Vous avez l'intention d'acheter ces dettes, dit-elle un soir, tournant sa tasse dans ses mains. La lumière du feu sur son visage, qui s'était un peu rempli et était devenu plus beau pour cela. Bien que le duc ne se permit pas de s'attarder là-dessus. Mais les dettes seules ne laveront pas mon nom. Vous pouvez ruiner Sir Rowland complètement, et le comté dira seulement que le tuteur de la pupille méchante a finalement connu le malheur. Et ils secoueront la tête et le plaindront. Le mensonge doit être arraché à la racine. Votre grâce, pas l'homme. Il ne suffit pas qu'il tombe. Il faut que l'on voie pourquoi il tombe. Vous avez mis le doigt dessus, dit le duc, satisfait, et ne prenant pas la peine de le cacher.
C'est toute la difficulté. La ruine est facile. Je pourrais le ruiner en un mois et ne jamais me donner la peine de dire pourquoi. Mais une ruine privée sert ma colère et ne vous fait aucun bien. La vérité doit être rendue publique, et rendue publique de telle manière qu'elle ne puisse être contestée. Pour que le même comté qui vous a rejeté soit forcé, dans ses propres salons, de dire les mots « Nous avions tort, elle a été lésée, et voici la preuve ». C'est plus difficile. Cela demande une scène, un public et un moment. Je réfléchis au moment. « Il y a un moment, dit-elle lentement. Dites-moi, dans 3 semaines, c'est l'assemblée des Hartley, le grand bal à Hartley Court que Sir Rowland organise chaque année au tournant de la saison, et auquel tout le comté vient, car il est un baronnet de vieille famille et personne ne sait qu'il est un mendiant. Tout le monde sera là. Lord Ashcombe et sa dame, Julian. Sa voix ne trembla plus sur le nom. Le duc avait noté le changement et en avait été heureux. Les personnes même qui m'ont vu découverte et chassée. Si la vérité éclatait là, devant eux tous, dans la propre maison de Sir Rowland, à son propre bal, elle leva les yeux vers lui, et il y avait quelque chose sur son visage qu'il n'avait pas vu auparavant. Pas de la peur, ni de la tristesse, mais une étincelle nette et brûlante. La première flamme d'une femme se souvenant qu'elle avait été fière. « Mais je devrais être là, votre grâce, et je ne peux pas y être. Je suis ruiné. On ne me laisserait pas passer la porte. » Le duc de Vexin posa sa plume. Pendant un long moment, il ne parla pas. Et le feu crépita. Et la pluie, qui avait enfin cédé la place à un ciel clair, goûtait des avant-toits dans le silence. Et puis, il dit la chose qu'il avait contournée pendant 11 jours. Qu'il s'était dit être une folie. Qu'il n'avait pas l'intention de dire avant des semaines, s'il le disait du tout. Et il s'entendit le dire d'une voix tout à fait stable, comme s'il avait toujours su qu'il le ferait. « Vous seriez admise, dit-il, en tant que duchesse de Vexin. Il n'y a pas une porte en Angleterre qui lui serait fermée. » Le salon devint très silencieux. Et Vane Garland posa sa tasse très soigneusement, comme si elle était devenue trop lourde pour sa main, et le regarda. « Votre grâce, dit-elle, vous ne devez pas dire de telles choses à une femme dans ma situation. Même en plaisantant, surtout en plaisantant. J'ai déjà été le jouet des paroles des hommes, et je commençais, Dieu m'aide, à penser que vous n'étiez pas ce genre d'homme. Je ne plaisante pas, dit le duc de Vexin. Il se leva, car il découvrit qu'il ne pouvait pas le dire assis. Et il contourna la petite table et s'arrêta à une distance convenable d'elle, et il regarda son visage levé dans la lumière du feu. « Écoutez-moi, et ne répondez pas rapidement, car je n'ai demandé cela à aucune femme vivante, et je ne le demanderai pas 2 fois. Je ne suis pas venu sur cette route en cherchant une épouse. J'avais abandonné l'idée il y a quelques années. J'avais décidé que j'étais trop dur, trop solitaire, et trop vieux dans mon cœur pour rendre une femme autre que malheureuse. Et j'avais fait la paix avec une maison vide et un nom qui mourrait avec moi. Et je me disais que cela ne me dérangeait pas. Puis je vous ai trouvé sous la pluie, me disant que personne ne vous avait fait de mal, alors que le mal était écrit sur votre visage. Et je n'ai pas eu 1 heure de paix depuis. Et j'ai découvert, à mon très grand désagrément, que le vide avec lequel j'avais fait la paix n'était pas du tout la paix, mais seulement une reddition. Et qu'il semble que je n'en ai pas fini de désirer des choses. Après tout, vous me voulez, dit-elle dans un murmure, parce que vous avez pitié de moi. Non. Le mot sortit dur et sec. Comprenez-moi, car c'est le nœud du problème. Et si vous ne retenez rien d'autre, retenez ceci. Je n'ai pas pitié de vous. Je n'ai jamais, pas un seul instant, eu pitié de vous. La pitié regarde de haut. Ce que je ressens regarde d'égal à égal, et assez souvent, regarde vers le haut. Vous avez été volé, battu, calomnié, affamé et chassé. Et à travers tout cela, vous n'avez pas une seule fois menti pour vous épargner, ni mendié, ni craqué. Et vous êtes assis ici dans un châle emprunté dans une auberge de campagne, démantelant ma stratégie avec un œil plus clair que mon propre avoué. Et vous me demandez pourquoi je vous veux, mademoiselle Garland, Evan. Je vous veux parce qu'en 36 ans, et dans une grande partie du monde, je n'ai pas rencontré votre égal. Et je ne savais pas, jusqu'à ce que je vous trouve dans un fossé, à quel point j'étais fatigué de mes inférieurs. Il n'avait jamais fait un tel discours de sa vie. Il ne savait pas qu'il l'avait en lui. Il le vit atterrir et vit ses lèvres s'entr'ouvrir. Et il vit les larmes monter à nouveau dans les yeux gris. Et cette fois, elle ne les combattit pas. Et il resta debout et la laissa pleurer.
et il ne la toucha pas, bien que cela lui coûtât plus que les 18 000 livres qu'il avait déboursés ce matin-là pour acheter une hypothèque. Il y a aussi une raison plus froide, dit-il, quand elle eut repris le contrôle d'elle-même. Car il ne voulait pas qu'elle accepte par sentiment et le regrette à la lumière du jour. Et je vous la donnerai, car vous êtes une femme qui fait plus confiance aux raisons qu'aux sentiments, et à juste titre. En tant que ma fiancée, puis en tant que ma femme, vous êtes intouchable. Personne ne peut snober une duchesse de Vexin. Aucune porte ne peut lui être fermée. Chaque salon qui s'est fermé devant vous s'ouvrira en grand, et les mêmes langues qui vous ont calomnié se bousculeront pour dire qu'elles n'en ont jamais cru un mot. Vous entrerez au bal des Hartley à mon bras, en tant que première dame du comté. Sir Roland devra s'incliner devant vous dans son propre hall, et ce sera de cette hauteur inattaquable, en sécurité, honoré, hors de portée de tout homme, que vous le verrez tomber. C'est la raison froide. C'est une bonne raison. Mais ce n'est pas pourquoi je demande. Et je ne voudrais pas que vous l'acceptiez si c'était la seule raison offerte. Je vous ai dit la vraie. C'est à vous de la peser. Yvain Garland resta silencieuse un long moment. Le feu baissa. Quand enfin elle parla, elle ne répondit pas directement à la question qu'il avait posée. Et il l'aima un peu pour cela aussi, pour le courage indirect de sa réponse. « Mon père, dit-elle, disait qu'une femme devrait épouser un homme qui la prendrait avec 300 livres par an, et ne pas se soucier du reste. Je ne l'ai jamais trouvé, et j'ai arrêté de chercher. Et puis j'ai eu 30 000 livres et pas de nom. Et j'ai pensé que plus jamais un homme ne me poserait une question honnête de toute ma vie. » Elle leva les yeux vers les siens, et ils étaient humides et stables à la fois. « Vous ne voulez pas de mes 30 000 livres, votre grâce. Vous n'en avez pas besoin. Et la moitié a disparu de toute façon. Et vous le savez. Vous êtes le premier homme depuis la mort de mon père à me regarder, et non pas d'abord, quelque part derrière mes yeux, à compter. Je vous ai vu ne pas compter dans cette même pièce. Le jour où je vous ai dit la somme, j'y ai pensé tous les jours depuis. » Elle prit une profonde inspiration. « Demandez-moi encore. Posez-moi la question simple et non la raison froide, et je vous donnerai une réponse simple. » Le duc de Vexin s'agenouilla alors devant le feu, sur un genou, sur les planches usées d'une auberge de campagne. Une chose qu'aucun homme de son rang n'avait faite dans cette pièce de mémoire d'homme, et il prit sa main fine, le poignet qui avait porté la marque de la cruauté d'un autre homme, et il la tint comme si elle était faite de verre et de feu à la fois. « Evan Garland, dit-il, voulez-vous m'épouser et me laisser passer ce qui reste de ma dure vie, à m'assurer que personne ne soit plus jamais cruel avec vous? » « Oui, dit-elle. Isambard, oui. » Il ne l'embrassa pas. Il leva plutôt sa main et pressa ses lèvres à l'intérieur de ce poignet maltraité, une fois, avec une tendresse qui les surprit tous les deux. Et il sentit ses doigts se refermer sur les siens. Et dehors, par la fenêtre, les nuages se déchirèrent enfin, et un dernier rayon de soleil du soir entra, doré, sur le sol du salon. Et le duc de Vexin, qui se croyait fini avec l'espoir, s'agenouilla dans la lumière, et il tint la main de la femme qu'il avait trouvée sous la pluie. Et il comprit que la guerre qu'il avait l'intention de mener pour la justice, il la mènerait maintenant pour l'amour, et que cela le rendait enfin vraiment dangereux. Ils se marièrent 8 jours plus tard, discrètement, dans la petite église en pierre de Vexin, par l'aumônier personnel du duc, avec Madame Peveril pleurant dans son plus beau chapeau, et Hollis comme témoin, son visage sec devenu inexplicablement doux, et la vieille nourrice d'Evan, ramenée de sa chaumière où elle vivait dans des circonstances réduites depuis la mort de son mari, l'intendant de Willowire. Le duc avait trouvé la vieille femme lui-même et l'avait installée confortablement avant le mariage, une petite chose qui avait fait pleurer Evan plus fort que le mariage lui-même. Et il avait commencé à comprendre que le chemin le plus sûr vers le cœur de cette femme ne passait pas par les bijoux, dont il lui en donna peu, et elle n'en voulait aucun. Mais par la réparation des gens que le monde avait laissé tomber, il avait eu l'intention, à sa manière prudente, de garder le mariage secret un petit moment, de laisser la vérité se construire brique par brique, avant que le comté n'apprenne que la pupille ruinée était devenue une duchesse. Mais une nouvelle de cette ampleur ne peut être gardée, et ne le fut pas. Et dans les 3 jours suivant le mariage, elle était dans toutes les bouches, de Marlow Cross à Ashcombe. Et l'effet fut précisément celui que le duc avait prédit, et considérablement plus divertissant qu'il ne s'était permis de l'espérer.
car le comté, qui avait si récemment convenu que mademoiselle Evan Garland était une dévergondée et une voleuse qui avait amplement mérité son expulsion, était maintenant obligé de concilier cet accord avec le fait incontestable que le duc de Vexin, l'homme le plus riche et le plus craint des trois comtés, un homme peu connu pour sa folie, sa douceur ou une quelconque charité excessive, l'avait épousé. Et un comté ne peut pas tenir deux notions de ce genre dans sa tête en même temps. L'une d'elles devait céder. Et ce ne fut pas le mariage, car le mariage était un fait, scellé et attesté, et indiscutable. Alors la calomnie commença à céder à sa place, d'abord discrètement, puis en une ruée. Peut-être, commencèrent à murmurer les salons, y avait-il eu plus dans cette affaire qu'on ne l'avait compris. Peut-être que la pauvre mademoiselle Garland, la duchesse, il fallait dire la duchesse maintenant, avait été plus pécheresse que pécheresse. Sir Rowland avait toujours été un homme dur, quand on y pensait. Et ce Julian Fenn était une créature glissante. Tout le monde l'avait dit, ou avait eu l'intention de le dire. La marée, que le duc avait vu emporter Yvain vers la noyade, se retourna en une semaine. Elle commença, de son propre poids, à la ramener, et elle n'avait pas encore la moindre idée de pourquoi. Sir Rowland Hartley apprit le mariage à sa table de petit déjeuner, et d'après tous les contes qui parvinrent au duc par la suite, il ne finit pas son petit déjeuner. Il n'était pas un homme stupide. Quoi qu'il fût d'autre, il comprit tout de suite, ou presque tout de suite, l'ampleur de ce qui lui était arrivé. Sa pupille ruinée, le fil lâche qu'il avait cru couper et jeter en toute sécurité, était maintenant une duchesse, protégée, crue, hors de sa portée, et mariée à un homme dont la portée était très longue en effet. Sir Rowland, qui avait bâti toute sa sécurité sur la certitude qu'Yvain Garland ne serait plus jamais écouté par quiconque comptait, s'assit devant son petit déjeuner froid, et il sentit le sol sur lequel il se tenait commencer très doucement à bouger. Il vint à Vexin-Court dans la semaine, sans y être invité, pour essayer ce qu'un front audacieux et une vieille connaissance pourraient faire. Le duc le reçut, car cela convenait au duc, dans la grande bibliothèque, et il ne se leva pas, et ne lui offrit pas de chaise, et il le laissa debout sur le tapis turc comme un commerçant venu se faire payer. Tandis que la lumière du printemps tombait à travers les hautes fenêtres, et la chevalière du duc l'attrapait et la renvoyait. « Vexin », dit Sir Rowland avec une cordialité qui n'atteignit pas ses yeux. C'était un homme grand, rubicond, beau, un peu empâté, avec la manière assurée de quelqu'un qui a intimidé son chemin dans la vie et a trouvé que cela fonctionnait. « Je suis venu offrir mes félicitations pour votre mariage, bien que je confesse, mon cher duc, qu'en tant que feu tuteur de la pauvre fille, je me sens obligé de dire un mot en confiance, d'homme à homme. Car je manquerais à mon devoir si je ne le faisais pas. Vous êtes nouveau dans le comté, ou de retour, et vous n'avez peut-être pas entendu toute une certaine histoire malheureuse. J'ai entendu toute l'histoire, dit le duc de Vexin. Quelque chose vacilla sur le visage rouge de Sir Rowland. Alors vous comprendrez mon inquiétude. La fille n'est pas, je suis peiné de le dire, ce qu'elle semble être. Il y a eu un scandale, des fiançailles rompues, une conduite que moi, en tant que son tuteur, ne pouvais tolérer sous mon toit. Cela m'a brisé le cœur de la mettre à la porte. Mais l'honneur de la famille. « Asseyez-vous, Sir Rowland, » dit le duc. Et maintenant il se leva, et il était d'une bonne tête plus grand, et quelque chose dans le calme de sa voix mit l'homme plus âgé dans la chaise, aussi sûrement qu'une main sur son épaule. Le duc n'éleva pas du tout la voix. Il se dirigea vers le grand bureau et posa une main sur un dossier relié de papier qui s'y trouvait. Et il regarda son visiteur avec une expression de la plus parfaite courtoisie, ce qui était en quelque sorte la chose la plus effrayante que Sir Rowland ait vue en 30 ans. « Vous ne parlerez plus, » dit le duc, « de ma femme de cette manière en ma présence, ou en présence de qui que ce soit. Vous découvrirez exactement à quel point un duc de Vexin peut faire regretter à un homme l'usage de sa langue. Je le dis une fois et clairement, pour que nous n'ayons jamais à y revenir. Maintenant, vous êtes venu, me dites-vous, pour me mettre en garde contre la femme que j'ai épousée. Laissez-moi vous rendre la politesse, Sir Rowland, et vous mettre en garde contre l'homme que vous êtes venu voir. Je sais ce que vous avez fait. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous savez précisément ce que je veux dire. Et je n'ai pas la patience ce matin pour la comédie. Alors je nous épargnerai à tous les deux cette heure. » Le duc ouvrit le dossier. Il ne lut rien. Il posa simplement sa main dessus
et laissa son existence faire le travail. 30 000 livres détenus en fiducie pour la fille d'Edmund Garland. Vendu des fonds il y a 2 ans sur votre instruction, par l'intermédiaire d'un courtier nommé Peake, dont j'ai les registres. Placé dans le projet du canal Méridien et l'entreprise consolidée Hartley. Les 2 vous appartenaient, et les 2 ont fait faillite lors de l'effondrement de la Banque du Nord et provinciale l'hiver dernier, emportant la plus grande partie de l'argent avec elle. Willowwire, un bon domaine de 600 livres par an, dépouillé de son bois et laissé à l'abandon. Ses loyers détournés vers votre compte privé ces 4 dernières années. Ce que je tiens des livres du domaine, dont j'ai obtenu une copie. Une fiducie pillée, Sir Rowland, de fond en comble. Et une jeune fille laissée avec rien d'autre qu'une fortune sur le papier. Et un tuteur qui ne pouvait pas se permettre de la laisser se marier, de peur que les contrats de mariage n'ouvrent les livres et ne le pendent. Sir Rowland Hartley était devenu de la couleur du suif. Vous ne pouvez pas prouver. Je peux tout prouver, dit le duc de Vexin, et bien plus que je n'ai pris la peine de nommer. Et je le ferai, devant une cour de chancellerie, au moment et de la manière de mon choix. Sauf si, il y a toujours un sauf si, Sir Rowland. Les hommes dans ma position en font commerce. Voulez-vous que je vous dise la forme du vôtre? Le baronnet ne dit rien. Il avait l'air, pensa le duc, avec une satisfaction froide qu'il ne prit pas la peine de cacher, d'un homme qui a marché avec confiance sur la glace et a entendu sous ses bottes la première fissure. Vous devez de l'argent, dit le duc, à beaucoup de gens. L'hypothèque sur vos terres, quelques 18 000 livres, détenues jusqu'à récemment par la banque City and Mercantile. Votre marchand de vin, votre sellier, votre constructeur, votre tailleur, le prêteur sur gage en ville que vous pensez que personne ne connaît. Des factures éparpillées sur 4 comtés, certaines datant de plusieurs années, que vous n'avez maintenues à flot que par votre nom et votre arrogance, et la réticence générale des commerçants à harceler un baronnet. Le duc ferma doucement le dossier. Je les ai achetées, toutes. Chaque dette que vous avez dans le monde m'est maintenant due, Sir Rowland Hartley, et je tiens le tout dans cette pièce. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que je peux réclamer la totalité de la somme demain matin à 8 heures, et à 9 heures, vous serez en faillite, et à midi, les huissiers seront dans votre hall. Et à la tombée de la nuit, le comté qui ne sait pas encore que vous êtes un mendiant saura que vous êtes un homme ruiné, et commencera, étant le comté qu'il est, à se demander pourquoi. Et une fois qu'ils commenceront à se demander pourquoi, Sir Rowland, la réponse n'est pas loin à chercher. Car elle est écrite dans la fortune dépouillée d'une jeune fille. Et je serai là, prêt à les aider à la trouver. Le silence dans la grande bibliothèque était absolu. Une bûche se tassa dans la cheminée. Quelque part loin dans la maison, une porte se ferma. Sir Rowland Hartley était assis dans la chaise où on l'avait mis. Et il leva les yeux vers le duc de Vexin, et pour la première fois de sa vie prospère et intimidante, il comprit qu'il avait rencontré un homme qu'il ne pouvait ni charmer, ni effrayer, ni acheter. Un homme qui détenait toutes les cartes qu'il avait jamais jouées, et beaucoup d'autres qu'il ne savait pas être dans le jeu. Et cette compréhension le vieillit de 10 ans entre 2 respirations. « Que voulez-vous » dit-il enfin, la voix rauque. « Vous avez dit qu'il y avait un sauf-si. Dites-le. Que voulez-vous, Vexin » Le duc de Vexin contourna le bureau et le regarda de haut. Et quand il parla, ce fut presque doucement, ce qui était pire que n'importe quel cri. « Je veux beaucoup de choses, dit-il, et vous me donnerez chacune d'entre elles, parce que l'alternative est une prison pour dette, un procès en chancellerie et le mépris éternel de chaque âme avec qui vous avez jamais dîné. Premièrement, vous restituerez ce que vous avez volé, les 30 000 livres en totalité, avec vos propres ressources, telles qu'elles sont. Et là où vos ressources échouent, par la vente de vos chevaux, de votre argenterie et de vos terres, jusqu'au dernier acre s'il le faut. Willowwire, vous le rendrez à ma femme, libre et sans charge, avec un compte-rendu complet de sa ruine et une obligation pour sa restauration. Deuxièmement, vous signerez une confession complète et véridique de toute l'affaire. Le vol, le complot et la fausse accusation, attestée et scellée. Que je garderai et que je n'utiliserai que si vous m'y forcez, mais que j'utiliserai très certainement si vous m'y forcez. Troisièmement, et cela vous le ferez publiquement, à un moment que je nommerai. Vous retirerez devant témoin chaque calomnie que vous avez proférée contre ma femme.
Et vous vous confesserez menteur, et lui demanderez pardon à la vue du comté que vous avez empoisonné contre elle. Ce sont mes conditions. Elles ne sont pas généreuses, mais elles sont bien meilleures que l'alternative. Et vous avez, je dirais, jusqu'à 8 heures demain matin pour les accepter. La bouche de Sir Rowland travaillait. Vous me ruineriez de toute façon. Si je confesse, je suis déshonoré. Si je refuse, je suis emprisonné. Où est la pitié dans vos conditions, Vexin? Où est le choix? La pitié, dit le duc de Vexin, est que vous gardiez votre liberté et un toit sur votre tête. Ce qui est plus que ce que vous avez laissé à ma femme, qui est la seule raison pour laquelle vous gardez quoi que ce soit. Et le choix, Sir Rowland, est entre le déshonneur, avec le coup hors de la corde, et le déshonneur, avec le coup dedans. Je ne vous ai pas offert le choix de vous en sortir indemne. Ce choix, vous l'avez perdu la nuit où vous avez frappé une jeune fille sans défense pour avoir demandé des nouvelles de son propre argent. J'aurai justice pour ce coup, et pour chaque jour qu'elle a passé sous la pluie à cause de vous. Et la seule question que je vous permets est de savoir combien du reste de votre vie vous aimeriez passer à le regretter. Maintenant, sortez de ma maison. Vous avez une nuit de réflexion à faire, et je ne veux pas de vous sous mon toit pendant que vous la faites. Le baronnet se leva, chancelant, et se dirigea vers la porte. Et là, il se retourna, une dernière lueur de sa vieille arrogance vacillant en lui. Et si je vais voir mes amis, Ashcombe et Fenn, si nous nous serrons les coudes et tenons bon, si nous nions tout, alors je les ruinerai avec vous, dit le duc sans chaleur, comme un homme commente la météo. Et vous pourrez tous être ruinés ensemble, ce qui vous épargnera au moins la solitude. Mais vous ne le ferez pas, Sir Rowland, parce que vos amis ne sont pas vos amis. Et au moment où ils sentiront le feu sur vous, ils vous fuiront comme une maison en flammes. Et vous le savez, car ce sont exactement le même genre d'hommes que vous. Et vous feriez la même chose. Rentrez chez vous, réfléchissez et envoyez-moi votre réponse avant 8 heures. Quand la porte se fut refermée, le duc de Vexin resta un moment dans la bibliothèque ensoleillée, la main posée sur le dossier. Et il découvrit qu'il n'était pas, après tout, entièrement satisfait. Il y avait une satisfaction, froide et nette, la satisfaction d'une chose remise en ordre, qui avait été profondément injuste. Mais sous la satisfaction se cachait quelque chose de plus ancien et de plus lourd. La connaissance de ce que cela lui avait coûté, le bleu, la pluie et les 3 jours à la porte. Et aucune ruine de Sir Rowland Hartley ne pouvait lui rendre ses jours. Il ne pouvait que veiller à ce que personne ne lui fasse revivre de tels jours. Cela devrait suffire. Il ferait en sorte que cela suffise. Il la trouva dans le petit salon du matin qui était devenu le sien, à la fenêtre. Et elle se leva quand il entra et chercha son visage. Et elle y lut, car elle le lisait mieux chaque jour. « Il est venu, dit-elle. J'ai vu la voiture. Est-ce que c'est fait? »« C'est commencé, dit le duc, et il prit ses mains. Il enverra sa réponse demain matin, mais il n'a pas de réponse à envoyer. Sauf oui, et il le sait. Willowire vous reviendra. L'argent qu'il peut restituer, il le restituera. Et ce qu'il ne peut pas, il vendra sa propre vie pour le compenser. Et devant le comté, Evan, devant chaque âme qui vous a rejeté, il se tiendra debout et se nommera menteur. Et vous, la lésée, je vous ai promis des comptes. Ils ont commencé à être réglés. Elle leva les yeux vers lui, et ses yeux étaient brillants. Mais pas, vit-il, de triomphe, ou pas seulement. Et vous êtes troublé, dit-elle. Je peux voir que vous l'êtes. Pourquoi, Isambard, alors que vous avez gagné? Parce que gagner ne vous rend pas la pluie, dit-il simplement. Je découvre que je veux vous rendre la pluie et je ne le peux pas. Et cela me ronge. Evain Garland, duchesse de Vexin, leva sa main, celle qui portait la chevalière qui avait effrayé un baronnet ce matin-là. Et elle la pressa contre sa joue et ferma les yeux. « Vous ne pouvez pas me rendre la pluie, dit-elle. Mais vous êtes celui qui est venu dedans. Ne comprenez-vous pas, même maintenant, que cela a plus de valeur pour moi que tous les jours secs de ma vie d'avant? Laissez la pluie, Isambard. Venez vous asseoir avec moi. La guerre peut bien vous accorder 1 heure. Je découvre que je ne le peux pas. » Et le duc de Vexin, qui n'avait jamais de sa vie quitté une campagne pour quelque raison que ce soit, s'assit à côté de sa femme dans la lumière du matin, et il laissa la guerre attendre. Et il fut étonné de constater qu'elle attendait. La réponse de Sir Rowland Hartley arriva avant 8 heures,
livré par un laquais tremblant. Il acceptait. Il acceptait toutes les conditions. Le duc de Vexin lut la note écrite d'une main crispée et tachée d'encre, la main d'un homme qui n'avait pas dormi. Et il la mit de côté. Et il tourna son attention vers le deuxième des hommes cruels sur sa liste, qui se révélerait, à sa manière, plus méprisable que le premier. Car Sir Rowland, au moins, avait voulu l'argent pour se sauver de la ruine, tandis que Julian Fenn l'avait voulu simplement pour le dépenser. Le duc n'envoya pas chercher M. Fenn. Il alla le voir, ce qui était une impolitesse calculée, car un duc ne rend pas visite à un simple gentleman de perspective. Et la visite elle-même était un message. Il trouva le jeune homme dans son logement en ville. Encore au lit à 11 heures, bien que la note annonçant la voiture du duc fût montée 1 heure auparavant. Et il attendit dans le salon miteux et distingué, prenant la mesure de l'endroit. Les factures impayées glissaient derrière l'horloge. Le bon manteau usé au coude. L'air général d'un homme vivant sur l'attente d'un héritage pas encore échu. L'héritier de Lord Ashcombe, réfléchit le duc, était un homme pauvre se faisant passer pour un homme riche, ce qui faisait de lui précisément le genre d'homme qui pouvait être acheté pour ruiner une jeune fille, et précisément le genre qui pouvait être brisé par la peur de la pauvreté devenue réelle. Julian Fenn descendit enfin, habillé à la hâte, son beau visage arrangé en un masque de charme facile qui ne survécut pas à sa première collision avec l'expression du duc. Il était beau. Le duc lui accorda cela, de la manière lisse et sans marque d'un homme qui n'a jamais rien payé. Et si Evan avait eu 22 ans, seul, et qu'on lui avait dit qu'il était le mieux qu'elle pouvait espérer? Le duc ne lui reprochait pas d'avoir dit oui une fois, mais il découvrit, en regardant le visage doux et charmant, qu'il reprochait à Julian Fenn beaucoup de choses. « Votre grâce », dit Fenn, avec une révérence un peu trop profonde. « C'est un honneur inattendu. Puis-je vous offrir ?»« Vous pouvez m'offrir la vérité, » dit le duc, « et rien d'autre dans cette pièce ne vaut la peine que je le prenne. Asseyez-vous, monsieur Fenn. Je suis venu au sujet de vos fiançailles rompues avec la dame qui est maintenant ma femme. » Le charme vacilla. « Ah, dit Fenn, votre grâce, c'est une affaire délicate et douloureuse, et je ne pense guère que... Vous avez pris de l'argent, dit le duc, de Sir Rowland Hartley, pour rompre vos fiançailles avec mademoiselle Evan Garland, et pour prêter votre nom à son déshonneur. Vous vous êtes laissé découvrir avec elle, dans une pièce privée à Ashcombe, une scène arrangée à l'avance, des témoins convoqués, pour qu'elle puisse être considérée comme légère et chassée. Vous avez ensuite rompu publiquement en tant que partie lésée, et vous avez laissé entendre qu'elle était fausse, impudique et indigne. Rien de tout cela vous ne le croyez. Tout cela vous saviez que c'était des mensonges, parce que vous avez été payé pour les dire. J'ai toute l'histoire, monsieur Fenn. J'ai la confession de Sir Rowland, signée et attestée, qui vous nomme, ainsi que la somme. 300 livres, je crois, et la promesse de plus. Un prix bon marché, monsieur Fenn, pour toute la vie d'une femme. J'ai connu des hommes vendre leur âme plus cher. Julian Fenn était devenu blanc. Et puis, étant l'homme qu'il était, il essaya d'abord de mentir. Et le duc le regarda essayer, et le laissa faire, car c'était instructif. Votre grâce est mal informée. Sir Rowland est un homme désespéré. Il dirait n'importe quoi pour. C'était mademoiselle Garland elle-même dont la conduite, et puis il vit le visage du duc, et le mensonge mourut dans sa gorge. Et il essaya plutôt, étant l'homme qu'il était, de rejeter la faute. C'était le plan de Hartley, tout entier, votre grâce. Je le jure, je n'étais qu'un jeune homme endetté, et il a profité de ma situation. Je n'ai jamais souhaité de mal à la pauvre fille. J'étais autant sa victime que... Vous étiez son instrument, dit le duc. Et vous avez été payé, ce que les victimes ne sont pas. Ne nous insultez pas tous les deux. Je ne suis pas venu pour vous entendre vous plaindre, monsieur Fenn. Je suis venu pour vous dire ce qu'il va advenir de vous, et pour vous donner, comme j'ai donné à Sir Rowland, un choix. Bien que le vôtre soit plus simple, car vous avez moins à perdre et moins à négocier. Il retira ses gants, doigt par doigt, sans se presser. Vous vivez de vos espérances. Votre oncle, Lord Ashcombe, est vieux, goûteux et riche, et vous êtes son héritier. Et sur cette attente, vous avez emprunté, dépensé et emprunté encore. Et toute votre importance dans le monde repose là-dessus. Votre oncle,
ne sait pas encore ce que vous avez fait. Il croit, comme le comté le croyait, que vous étiez un honnête homme maltraité par une femme fausse. Que supposez-vous, Monsieur Fenn, qu'il adviendrait de vos espérances si Lord Ashcombe apprenait la vérité, que son héritier a vendu son nom et son honneur pour 300 livres pour aider un escroc à voler une orpheline? Votre oncle est un homme fier, me dit-on, et dur, et il ne vous apprécie pas beaucoup dans le meilleur des cas. Je ne pense pas qu'il laisserait sa fortune à un homme qui a fait du nom de la famille un synonyme de la ruine des femmes. Et vous? Les mains douces de Julian Fenn se mirent à trembler. Vous le lui diriez, murmura-t-il. Je n'ai pas besoin de lui dire un mot, dit le duc de Vexin. Il me suffit de placer devant lui le même dossier que j'ai placé devant Sir Rowland. La confession, le registre du paiement, le récit de la découverte arrangée dans sa propre maison. Car c'était dans sa maison, Monsieur Fenn, Ashcombe. Ses murs, ses serviteurs soudoyés. Et de laisser Lord Ashcombe tirer ses propres conclusions. Et il les tirera. Et il vous rayera de son testament avant que l'encre ne soit sèche. Et vous resterez exactement ce que vous êtes sous le manteau emprunté. Un jeune homme sans le sou, avec des habitudes coûteuses et aucune espérance. Et une réputation, une fois que cela sera connu, qui vous fermera toutes les portes honnêtes d'Angleterre. Voilà ce qui vous attend, Monsieur Fenn, si vous me contrariez. Et vous trouverez la vie très longue, la pauvreté pour un homme qui n'a jamais appris à la supporter. Et si je ne vous contrarie pas? La voix de Fenn se brisa. Vous avez parlé d'un choix. Pour l'amour de Dieu, votre grâce, que voulez-vous que je fasse? Dire la vérité, dit le duc, une fois, entièrement, par écrit, et puis, une fois de plus en public, à un moment que je nommerai. Confesseur que vous avez été payé pour ruiner une femme innocente, qu'elle était chaste, lésée et chassée sur la base d'un mensonge, et que vous avez honte de votre rôle dans cette affaire. Faites cela, et je n'irai pas voir votre oncle. Vos espérances sont à l'abri de moi. Vous serez déshonoré, oui. Car un homme qui confesse une telle chose ne peut être autrement. Mais vous garderez votre héritage, si le dégoût de votre oncle ne vous déshérite pas de toute façon. Ce qui est un risque que vous avez mérité et que vous devez courir. C'est mon offre. La ruine avec vos espérances intactes, ou la ruine sans elles. J'ai bien peur, Monsieur Fenn, que la ruine soit la seule certitude dans votre cas, car vous avez fait une chose ruineuse, et il n'y a aucune version de votre avenir où elle ne vous trouve pas. Je suis simplement venu vous laisser choisir le manteau dans lequel vous la porterez. Il ne fallut pas longtemps à Julian Fenn. Cela ne prend jamais longtemps, réfléchit le duc par la suite, avec les hommes de cette trempe. Ils vendent leur honneur à bas prix la première fois, parce qu'ils ne l'ont jamais estimé. Et ils vendent leur partenaire encore moins cher la deuxième fois, pour exactement la même raison. Fenn confessa, pleurant misérablement, blâmant Hartley à chaque souffle, et il signa ce qu'on lui présenta. Et le duc le laissa dans son salon miteux, au milieu de ses factures impayées. Et il ne ressentit aucune satisfaction dans l'effondrement de l'homme, seulement un dégoût las, et une joie privée féroce qu'Evain lui ait échappé. Qu'est le piège qui l'avait ruiné, l'avait aussi, en la ruinant, délivré des mains d'une créature qui aurait dépensé sa fortune et brisé son cœur au cours de 40 longues années de mariage. Le complot contre elle, pensa le duc en rentrant, avait été la pire chose qui lui ait jamais été faite. Et par une étrange arithmétique, presque la meilleure, car il l'avait jetée sous la pluie où il pouvait la trouver. Il ne le lui dirait jamais, mais il le pensait, et en était tranquillement, sauvagement reconnaissant, pendant les 11 milles du retour. Il restait l'affaire de Lord Ashcombe lui-même. Et c'était une affaire plus délicate que les deux autres, car le duc ne savait pas encore jusqu'où le vieux lord avait été partie prenante du complot, et jusqu'où il n'en avait été que l'hôte involontaire. Cela importait. Le duc de Vexin était un homme dur, et de son propre aveu, pas un homme bon, mais il se tenait à certaines lignes. Et l'une d'elles était qu'il ne ruinait pas les innocents, ou les simples négligents, avec la même main qu'il utilisait sur les coupables. Si Lord Ashcombe avait su que sa maison était utilisée pour piéger et ruiner une jeune fille, et avait prêté ses murs et la présence de sa femme à cela, alors il était aussi coupable que les autres, et serait traité comme eux. Mais s'il avait été trompé par son propre neveu, utilisé et trompé comme tout le monde, alors on lui devait la vérité et une chance de réparer sa part, et non une ruine qu'il n'avait pas méritée.
Alors le duc procéda avec prudence. Il envoya Hollis faire des enquêtes parmi les serviteurs d'Ashcombe, discrètement, avec de l'argent. Et ce que Hollis rapporta inclina le duc à la clémence. Lord Ashcombe, semblait-il, n'avait rien su. La pièce privée, les témoins convoqués, le message qui attira Yvain. Tout avait été arrangé par Julian et par Lady Ashcombe, la seconde épouse du vieux lord. Une femme beaucoup plus jeune, ambitieuse et froide, qui avait ses propres raisons de souhaiter que l'héritier de son mari épouse l'argent plutôt que la fille sans dot qu'il aurait pu autrement, dans un accès de conscience, vouloir épouser. Lady Ashcombe avait tout su. Lord Ashcombe, goutteux, à moitié aveugle, et tenu à l'écart de la vérité par les deux personnes les plus proches de lui, n'avait rien su, et avait cru, et s'était un peu attristé, et n'y avait plus pensé. Le duc de Vexin rendit visite à Lord Ashcombe. Et cette fois, ce fut une visite de respect, d'égal à un aîné, et il exposa toute l'affaire devant le vieil homme, clairement et sans cruauté. Le vol, l'utilisation de sa maison, le rôle joué par son neveu et sa femme. Et il regarda le visage du vieux lord passer de la perplexité à l'incrédulité, puis à une terrible compréhension. Et enfin à une colère froide et immobile que le duc reconnut, car elle était cousine de la sienne. « Dans ma maison », dit enfin Lord Ashcombe très doucement, ses vieilles mains agrippant les bras de son fauteuil. « Ils ont utilisé ma maison, mon nom et la présence de ma femme pour détruire une jeune fille innocente. Et ils m'ont laissé m'en attrister, comme si j'avais perdu un bon parti pour le garçon, alors que ce que j'avais perdu, c'était mon honneur, et ils ne me l'ont jamais dit. » Il leva ses yeux larmoyants vers le duc. « Vous n'avez rien à faire à mon neveu que je ne ferai pas d'abord, Vexin, et plus complètement. Il est rayé de mon testament à compter de cette heure, et de ma maison, et il pourra vivre de ce qu'il peut gagner, ce qui lui apprendra la valeur du nom qu'il a vendu. Quant à ma femme, la bouche du vieil homme s'amincit. C'est une affaire entre elle, moi et un avocat, et ce ne sera pas agréable. Et ce n'est pas moins que ce qu'elle a mérité. Vous êtes venu ici en vous attendant à trouver un ennemi. Je pense que vous avez trouvé à la place un homme qui doit à votre duchesse des excuses aussi profondes que toutes celles qui lui ont été offertes, et qui a l'intention de les faire publiquement et en totalité. Pour l'honneur d'un nom que deux personnes en qui j'avais confiance ont traîné dans la boue. Là où la jeune fille a été lésée dans ma maison elle sera réhabilitée. Vous avez ma parole là-dessus. Et ma parole, quoi que soit devenu mon foyer, est toujours bonne. » Et le duc de Vexin, qui était venu préparer à se faire un quatrième ennemi, se leva à la place, et il serra la main du vieux lord, et il rentra chez lui presque allégé, car il avait appris, non pour la première fois, et jamais sans surprise, que même dans un monde rempli d'hommes cruels, il y avait ici et là des hommes honnêtes. Et qu'un homme honnête offensé est un allié plus terrible que n'importe quel ami acheté. Les pièces étaient en place. Sir Rowland, brisé et lié. Julian Fenn, confessé et déshérité. Lady Ashcombe, démasquée et abattue. Et Lord Ashcombe, passé d'un ennemi supposé à un sinistre confédéré dans la réparation du tort. Il ne restait plus que la scène, le public et le moment. Et le moment, le duc de Vexin l'avait déjà choisi. Et il approchait à chaque jour qui passait. L'assemblée des Hartley, le grand bal à Hartley Court, dans 3 semaines, auquel tout le comté viendrait, et auquel le duc et la nouvelle duchesse de Vexin viendraient aussi. Et où, dans le hall même d'où elle avait été chassée sous la pluie, Yvain Garland se verrait enfin rendre tout ce que les hommes cruels du comté lui avaient pris. Et eux, devant tout leur monde, seraient forcés de le rendre. Il lui en parla cette nuit-là, de toute la forme de l'affaire. Si avec elle à la lueur du feu qui était devenu le cadre de leurs vraies heures. Et elle écouta et devint très silencieuse. Et quand il eut fini, elle resta silencieuse un long moment. « Vous êtes certain qu'il organisera le bal ?» dit-elle. « Avec tout ce qui pèse sur lui ?»« Il le doit » dit le duc. « L'annuler serait avoué avant qu'on ne l'y force. Et il s'accroche encore à l'espoir qu'un miracle l'épargnera. Je lui ai laissé cet espoir. C'est la laisse par laquelle je le mène. Il organisera le bal, Evan, et sourira, et versera son vin, et dansera, croyant jusqu'au bout qu'il pourrait encore s'en sortir. Et au milieu de tout cela, devant ses invités, le miracle pour lequel il prie arrivera, et ce sera moi, et ce sera vous, et ce sera sa fin. Il la regarda.
Ce ne sera pas facile pour vous de retourner dans cette maison. Si vous préférez que je le fasse sans vous, si vous préférez ne plus jamais les revoir, vous n'avez qu'à le dire, et je les briserai tous de la même manière, à distance, et vous n'aurez jamais à regarder leur visage. » Mais Elaine Garland, duchesse de Vexin, sourit seulement. Et ce n'était pas un sourire doux. Et le duc vit en lui la femme qui s'était tenue sous la pluie et avait refusé de pleurer devant un étranger. Et il l'aima pour cette force d'acier autant que pour tout le reste. « Non, dit-elle, je retournerai dans cette maison à votre bras, Isambard, dans la plus belle robe du comté, et je regarderai leur visage quand ils me verront. J'ai mérité cela. Vous m'avez fait de nombreux cadeaux. Mais celui-là, j'ai l'intention de me l'offrir moi-même. Qu'ils organisent leur bal. Je ne le manquerai pour rien au monde. » Hartley Court resplendissait de lumière la nuit de l'Assemblée. Chaque fenêtre était dorée, l'allée bordée de flambeaux. Les voitures du comté arrivaient dans leur lente et fière procession. Et Sir Roland Hartley se tenait en haut de son grand escalier. Et il recevait ses invités avec un sourire qui, pensa le duc de Vexin en observant depuis l'ombre de sa propre voiture, attendant son tour dans l'allée, devait coûter à l'homme plus que tout l'argent qu'il avait jamais volé. Il sourit, dit doucement Evain à côté du duc. Elle regardait aussi à travers la vitre de la voiture, et sa main gantée reposait dans la sienne, stable, bien qu'il pût sentir à travers le fin chevreau la faible rapidité de son pouls. Comment peut-il sourire, Isambard, sachant ce qui va arriver? Parce qu'il ne sait pas quand cela va arriver, dit le duc, et un homme qui se noie sourira au rivage jusqu'au moment où l'eau se refermera sur lui, au cas où le rivage pourrait d'une manière ou d'une autre l'atteindre en premier. Laissez-le sourire, cela rend la fin plus nette. Il leva sa main et toucha de ses lèvres le dos de son gant, une petite habitude qu'il avait prise et à laquelle il ne prenait plus la peine de résister. « Vous êtes certaine ? » « Je n'ai jamais été plus certaine de quoi que ce soit, » dit-elle, et elle en avait l'air. Elle portait une robe de soie gris argenté profond, la couleur de ses yeux, coupée avec une simplicité qui, parmi toute la parure prétentieuse d'un bal de campagne, ferait d'elle la femme la plus distinguée de la pièce. Et à son cou, le simple rang de perles grises qu'il lui avait donné, qui avait appartenu à sa mère, sur lequel elle avait pleuré, non pour leur valeur, mais parce qu'il lui avait dit, en les lui donnant, que sa mère l'aurait aimé, plus qu'elle ne l'avait jamais aimé lui. Ses cheveux sombres étaient coiffés simplement. Elle ne portait aucun autre bijou. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait l'air, pensa le duc, exactement de ce qu'elle était. Une grande dame qui avait traversé le feu et en était sortie trempée. Et chaque matrone surchargée de parures dans ce hall sentirait la différence dès son entrée, sans savoir pourquoi. La voiture atteignit la porte. Un laquais l'aida à descendre. Et le duc de Vexin donna son bras à sa femme. Et ensemble, ils montèrent les larges marches de pierre pour entrer dans la maison d'où elle avait été chassée sous la pluie. Et à la porte, le majordome, qui ne savait pas, prit une profonde inspiration et les annonça dans le hall bondé, brillant et bavard. « Son Altesse le duc de Vexin, Son Altesse la duchesse de Vexin. » L'effet fut tout ce que le duc avait prévu, et plus qu'il ne s'était permis d'espérer. Le hall ne se tut pas d'un coup. C'était pire que cela, et mieux. Le silence se propagea de la porte vers l'extérieur, une ondulation. Tandis que tête après tête se tournait, et que visage après visage enregistrait d'abord le duc, que la moitié d'entre eux n'avaient jamais vu, car il ne fréquentait pas la société. Puis la femme à son bras. Et enfin, avec un choc visible, qui était cette femme? La duchesse de Vexin était Evan Garland. La pupille ruinée, la dévergondée et la voleuse. La jeune fille chassée sous la pluie il y a moins de 2 mois, que chacun d'entre eux avait aidé à chasser, avec leurs murmures, leur dos tourné et leur confortable croyance en sa culpabilité. Et la voilà, debout en haut du même escalier d'où elle avait été chassée, au bras de l'homme le plus puissant de 3 comtés, portant les perles de sa mère, les regardant tous avec un regard gris et calme, qui ne contenait aucune particule de honte. Le duc sentit sa main se resserrer sur son bras, et il la recouvrit de la sienne. Et il ne la pressa pas, et elle ne se pressa pas. Elle les laissa regarder. Elle se tint dans le silence qu'elle avait mérité, et laissa tout le comté la regarder, et comprendre jusqu'à la moelle, avant qu'un mot ne soit prononcé, qu'ils avaient eu tort. C'était, pensa le duc,
en regardant la couleur aller et venir sur 100 visages coupables, le plus beau moment de réhabilitation qu'il ait jamais orchestré. Et il en avait orchestré beaucoup, et aucun des autres n'avait serré sa poitrine et fait piquer ses yeux, à son propre étonnement. Puis, le murmure éclata, la ruée frénétique pour couvrir le silence, tout le hall faisant semblant en même temps de ne l'avoir jamais snobé. Et Sir Roland Hartley s'avança sur son propre sol, gris sous sa rougeur, et s'inclina. Et le duc le regarda s'incliner devant la jeune fille qui l'avait frappé, dans son propre hall, devant ses propres invités. Et il sut que l'homme comprenait maintenant que le moment était venu. « Votre grâce, dit Sir Roland à Yvain, et sa voix n'était pas stable. Vous êtes la bienvenue dans ma maison. J'ai déjà été dans votre maison, Sir Roland, dit Yvain Garland, duchesse de Vexin, d'une voix claire et fraîche, de sorte que les plus proches entendirent. Et les plus proches le dirent à ceux de derrière. Bien que je l'ai quitté la dernière fois par une porte différente, et par un temps différent, je suis heureuse d'y entrer à nouveau par celle-ci, que c'était magnifiquement fait, pensa le duc, et cruel, et pas plus que l'homme ne le méritait. Et il vit Sir Roland tressaillir comme s'il avait été frappé. Et il vit aussi les visages assez proches pour avoir entendu se tourner les uns vers les autres dans la première lueur d'une terrible curiosité. La graine était plantée. Maintenant, il n'avait plus qu'à la laisser pousser et à choisir son moment. Et le moment n'était pas encore venu. Le moment voulait que toute la compagnie soit rassemblée, que le vin coule et que les hommes coupables soient tous dans la pièce. Et ainsi, le duc de Vexin fit une chose qui lui coûta quelque chose. Il conduisit sa femme sur la piste de danse et dansa. Il n'avait pas dansé depuis des années. Il dansait maintenant avec Evan sous les lustres flamboyants de Hartley Court. Et le comté regardait le duc de Vexin, qui ne souriait jamais, ne dansait jamais, et ne fréquentait jamais la société, danser avec sa duchesse ruinée et rachetée, comme s'il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Et la dernière calomnie mourut à cette heure-là, tranquillement, de honte, incapable de survivre à cette vue. Quand la danse se termina, il vit que Lord Ashcombe était arrivé, sinistre et droit sur sa canne, et que le vieux lord s'était positionné près de la grande cheminée au centre de la longue pièce, et qu'il avait attiré l'œil du duc et lui avait fait un seul petit signe de tête. Toutes les pièces étaient entrées dans la pièce. Il était temps. Le duc de Vexin n'appela pas au silence. Il fit quelque chose de plus efficace. Il commença simplement à parler de la grande voix portante qu'il avait utilisée pour commander des hommes et intimider des conseils d'administration. Une voix calibrée pour remplir la pièce. Et une voix comme celle-là, dans une salle de bal, attire le silence comme une bougie attire les papillons de nuit. Et en une douzaine de mots, la musique avait faibli et s'était arrêtée. Et toute la compagnie s'était tournée pour entendre le duc de Vexin, debout à côté de sa duchesse au centre du hall de Sir Roland Hartley, dire ce qu'il était venu dire. « Mes amis, car j'espère pouvoir vous appeler ainsi, puisque j'ai l'intention d'être plus parmi vous que je ne l'ai été, vous pardonnerez à un nouveau venu, ou à un prodigue de retour, quelques mots en une occasion si heureuse que mon mariage. Beaucoup d'entre vous connaissent ma femme sous un autre nom. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont entendu des choses dites sur elle ces 2 derniers mois. J'aimerais, avec votre permission et celle de notre hôte, rétablir la vérité sur ces choses ici ce soir, parmi vous tous, pour que plus aucun d'entre vous n'ait à se poser de questions. » Le silence était maintenant total. Sir Roland Hartley se tenait près du mur, comme un homme se tient devant la chute d'une hache, qu'il a regardé se lever pendant 15 jours. Et le duc, le regardant, lui donna une dernière chance silencieuse de le supporter debout, et vit qu'il le ferait. « On vous a dit, continua le duc, que mademoiselle Evan Garland s'est déshonorée, qu'elle a rompu des fiançailles honorables par sa propre mauvaise conduite, qu'elle a été découverte dans la honte et chassée, et qu'elle a volé son tuteur avant de s'enfuir. Vous l'avez cru. Je ne vous blâme pas de l'avoir cru. Cela vous a été dit par des hommes que vous n'aviez aucune raison de douter. Et il est toujours plus facile de croire une jeune femme méchante que de croire une vieille famille fausse. Mais c'était un mensonge. Chaque mot était un mensonge, construit et répandu exprès pour couvrir un vol. Un soufflet parcourut la pièce, et le duc le laissa courir et continua, implacable et calme. Le père de mademoiselle Garland lui a laissé une fortune de 30 000 livres et un bon domaine,
détenue en fiducie par son tuteur jusqu'à son mariage. Ce tuteur a dilapidé la fortune et dépouillé le domaine. Et quand elle a commencé à le découvrir, il ne pouvait pas la laisser se marier, car son mariage aurait ouvert les comptes et l'aurait démasqué. Alors, il a organisé sa ruine. Il a payé son fiancé pour rompre avec elle et noircir son nom. Il a arrangé sa découverte dans une scène compromettante, délibérément mise en scène dans une maison qui n'était pas la sienne. Il l'a faussement accusée de vol. Et quand elle a exigé la vérité, il l'a frappée et l'a mise à la porte sous la pluie. Avec rien, pour être plainte ou méprisée, et surtout, pour ne plus jamais être crue. Je l'ai trouvée sur la route, à 3 miles d'ici, à moitié morte de froid, et j'ai passé les semaines depuis à apprendre chaque détail de ce qui lui a été fait. Et j'ai tout, juré, signé et attesté, et je vous le dis maintenant, pour que le mensonge meure là où il est né. Il fit une pause. Le tuteur qui a fait cela était Sir Rowland Hartley, dans cette maison, sous ce toit, où il vous a tous reçus ce soir. La pièce éclata. Puis, alors que le duc levait une main, elle se calma, affamée maintenant, avide, tournée comme une seule créature vers l'homme près du mur. Et Sir Rowland Hartley, cendré, en sueur, ruiné, s'avança, parce qu'il ne lui restait rien d'autre à faire, et parce que l'alternative que le duc lui avait montrée était pire. Et il dit, d'une voix qui tremblait et portait, les mots qui avaient été écrits pour lui, et qu'il n'avait plus le pouvoir de refuser. « C'est vrai, dit-il, que Dieu m'aide. Tout est vrai. J'ai volé l'argent. Je l'ai ruiné pour le cacher. Je l'ai frappé et chassé, et je vous ai tous laissé croire un mensonge sur elle que j'ai inventé. Elle est innocente de tout, et je suis coupable de tout, et je lui demande pardon, bien que je n'y ai aucun droit devant vous tous. » Et il se tourna vers Evan et s'inclina bas, et ne put lever les yeux vers son visage. C'était fait, et dans le silence, avant que la tempête de conversation ne puisse éclater, la voix sèche et dure du vieux Lord Ashcombe vint de près de la cheminée, voulant que tout soit clair. « Et j'ajouterai ma parole, dit-il. Car la honte a été en partie commise dans ma maison, par mon neveu, que j'ai cette semaine rayé de mon testament et de ma porte, et par un autre membre de ma maisonnée, avec qui je traiterai en privé, et sans pitié. Son Altesse a été lésée sous mon toit par ceux en qui j'avais confiance, et je ne le savais pas, et j'en ai honte. Et je lui demande pardon, moi aussi. Et je lui donne, devant vous tous, l'assurance pleine et publique qu'à mes yeux, et aux yeux de toute personne honnête ici, elle est, et a toujours été, une dame sans tache. » Le duc de Vexin regarda sa femme. Evan Garland se tenait au centre du hall d'où elle avait été chassée sous la pluie. Et tout le comté qui l'avait condamnée se tenait autour d'elle, la tête baissée. Et les deux hommes qui l'avaient le plus lésée se courbaient devant elle, demandant pardon. Et son nom, prononcé maintenant dans toutes les bouches de la pièce, était prononcé avec étonnement, et avec honte, et avec respect, et serait prononcé ainsi pour toujours. Et le duc vit qu'elle n'était pas triomphante, ni vengeresse, ni même tout à fait heureuse, mais qu'elle se tenait très droite et très immobile, avec des larmes brillantes et non versées dans ses yeux gris. Une femme recevant enfin, en une heure écrasante, la chose qui lui avait été le plus cruellement prise, qui n'était pas l'argent, ni même la sécurité, mais le simple et énorme fait d'être crue. Elle ne se délecta pas de la chute de Sir Rowland. Elle le regarda un long moment, l'homme qui l'avait frappé. Puis elle dit doucement, de sorte que la pièce tendit l'oreille pour entendre. « J'accepte votre confession, Sir Rowland. Je ne pense pas pouvoir accepter votre pardon. Pas ce soir, peut-être pas avant longtemps, car vous m'avez pris beaucoup, et une partie ne pourra jamais être restituée. Mais je suis heureuse que la vérité soit dite. Je n'ai rien voulu au monde ces 2 derniers mois, sinon que la vérité soit dite. Elle est dite maintenant, que cela suffise entre nous. » Et puis elle se détourna délibérément de lui et posa de nouveau sa main sur le bras du duc. Et elle tourna le dos à l'homme qui l'avait ruiné. Et par ce geste, elle le rejeta plus complètement que n'importe quelle malédiction n'aurait pu le faire. Et le duc de Vexin emmena sa femme à travers une foule qui s'écarta devant elle comme de l'eau, qui s'inclina devant elle. Qui murmura son nom avec révérence maintenant, et il sentit sa main trembler sur son bras enfin, maintenant que c'était fini, maintenant qu'il était sûr de trembler. Et il la recouvrit de la sienne, et pencha sa tête vers la sienne. « C'est fait,
dit-il, bas, pour elle seule. C'est fini, Evan. Vous n'aurez plus jamais besoin d'entrer dans cette maison, ni de regarder aucun d'eux, ni de penser à cette nuit, sauf pour vous souvenir que vous êtes entré ruiné et que vous êtes sorti reine. Venez, laissez-moi vous ramener à la maison. À la maison, dit-elle, et elle leva les yeux vers lui. Et les larmes débordèrent enfin, et elle souriait à travers elles. Et le duc de Vexin pensa qu'il n'avait jamais de sa vie vu quelque chose qu'il souhaitait autant protéger. Oui, ramenez-moi à la maison, Isambard. Je trouve que j'ai vu assez de Hartley Court pour toute ma vie. Ils sortirent ensemble à travers le hall flamboyant et descendirent les larges marches dans la nuit fraîche de printemps. Et derrière eux, le bal de Sir Rowland Hartley s'effondra dans la ruine, le scandale et le début de sa longue chute. Et devant eux s'étendait la route sombre du retour. Et le duc aida sa femme à monter dans la voiture, monta à côté d'elle et l'attira contre son épaule. Et elle vint et s'y reposa, épuisée et en sécurité, tandis que les chevaux s'ébranlaient et les emportaient loin du dernier des hommes cruels, loin de la lumière et dans l'obscurité bienveillante et ordinaire. Le matin, l'histoire avait parcouru tout le comté et était revenue. Et le matin, comme le duc de Vexin l'avait promis à une femme endormie à travers une porte fermée la première nuit, il n'y avait pas un homme cruel dans le comté qui n'eût de raison de le craindre. Sir Rowland Hartley avait quitté Hartley Court en une semaine. Les dettes que le duc détenait l'appelèrent non pas à une prison pour dette à la fin, car le duc avait promis à l'homme sa liberté, et le duc tenait même les promesses qu'il faisait aux hommes qu'il méprisait, mais à un règlement complet et final qui dépouilla le domaine jusqu'à l'os. Willowire revint à Evan, libre et entier, avec une obligation pour sa restauration signée de la propre main vaincue de Sir Rowland. Les 30 000 livres ne purent pas toutes être récupérées, car une grande partie était vraiment perdue dans les projets ratés. Mais ce que le domaine pouvait rapporter, il le rapporta. Les chevaux, l'argenterie et les acres vendus un par un. Et Sir Rowland Hartley, qui avait vécu toute sa vie comme un grand homme avec l'argent des autres, la termina dans une petite maison d'une ville lointaine avec une petite allocation. Le duc choisit froidement de la lui accorder, non par pitié. Car un homme maintenu juste au-dessus de la mendicité est un monument plus durable à la justice qu'un homme dans une tombe. Le comté, qui s'était incliné devant lui pendant 30 ans, lui tourna le dos entièrement. Et cela, pour un homme de sa trempe, fut la ruine la plus cruelle de toutes. Julian Fenn, déshérité par son oncle exactement comme le duc l'avait prévenu, et déshonoré par sa propre confession publique, quitta également le comté, puis le pays. Et on n'entendit plus parler de lui par la suite que de la manière dont on entend parler de tels hommes. Faiblement, de manière peu recommandable, à grande distance. Une créature belle et charmante se dégradant lentement en marge des villes de jeu étrangères. Et personne qui l'avait connue ne prit la peine de suivre l'histoire. Lady Ashcombe fut discrètement mise à l'écart par son mari dans une propriété lointaine, avec un gardien, une allocation et un silence. Ce qui était, le comté en convint, bien moins que ce qu'elle méritait, et bien plus que ce qu'elle avait laissé à la jeune fille qu'elle avait aidé à ruiner. Et Lord Ashcombe lui-même, le seul homme honnête parmi eux, devint dans ces dernières années un ami de la maison de Vexin. Et il dînait au château et dit plus d'une fois à la nouvelle duchesse, d'un ton bourru devant le porto, qu'elle lui avait fait l'honneur de restaurer sa foi en son propre jugement. Ce qui avait été, dit-il, la seule fortune qu'il regrettait vraiment de perdre. Le duc de Vexin avait accompli tout ce qu'il s'était fixé. Les hommes cruels étaient humiliés, le vol était réparé, autant qu'il pouvait l'être, le mensonge était mort et la vérité se tenait en plein jour et était crue. Et le nom d'Evan Garland était prononcé dans chaque salon de 3 comtés maintenant avec un respect qui frisait. Plus l'histoire était racontée, l'admiration. Il avait tout fait avec le grand livre, la loi et le moteur froid de sa volonté, et n'avait jamais levé la main une seule fois. Et chaque homme d'un certain genre dans le comté l'avait remarqué, l'avait compris et était devenu prudent. On disait dans les tavernes et les offices, là où se conserve la plus vraie histoire du comté, que le duc de Vexin avait ruiné 3 hommes sans jamais en toucher un seul, et qu'un homme sage préférerait contrarier un magistrat que le duc.
car le magistrat ne pouvait que vous pendre. Tandis que le duc pouvait vous enlever tout ce qui faisait que vous valiez la peine d'être pendu. On disait aussi qu'il avait tout fait par amour pour une femme qu'il avait trouvée sous la pluie. Et cette partie de l'histoire, le comté l'aimait plus que tout, et la racontait le plus souvent. Et c'était, de toutes les choses dites, la plus vraie. Mais l'accomplissement de cela n'était pas, découvrit le duc, la chose dont il se souvint dans les années qui suivirent. Ce dont il se souvint, c'était l'après. Il se souvint du premier vrai été à Vexincourt, quand les volets furent retirés de toutes les fenêtres pour la première fois depuis des années, et que les grandes pièces se remplirent de lumière. Et Ivan parcourut la maison négligée pièce par pièce, non pas en arrachant, mais en restaurant, ramenant l'endroit mort à la vie comme elle avait été ramenée elle-même. De sorte que le château, qui avait été un mausolée de sa solitude, devint, sans qu'il s'en aperçoive tout à fait, un foyer. Il se souvint de la vieille nourrice installée près du feu de la cuisine, et de Madame Peverell venue de l'auberge pour une visite de 15 jours qui s'étendit à 1 mois. Et la maison qui n'avait connu aucun rire depuis une décennie réapprenait le son de celui-ci. Il se souvint de marcher dans les jardins restaurés de Willowwire avec sa femme à son bras, car ils le gardèrent, le réparèrent et le louèrent à des tenanciers qui bénissaient son nom. Et il se souvint d'elle, debout dans le bureau où son père lui avait appris le latin, les mathématiques et la gestion de l'argent, et se tournant vers lui, les yeux pleins, et disant seulement « Il vous aurait aimé, Eisenbard. Il aurait aimé que vous ne comptiez pas. » Il se souvint aussi des lettres qui arrivèrent ces premiers mois de tout le comté. Des maisons même qui avaient fermé leurs portes, des invitations, des excuses et de petites offres transparentes pour la faveur de la duchesse de Vexin. Et comment Evan les avait lues près du feu et les avait mises de côté sans amertume et sans hâte, répondant à certaines et laissant les autres. Choisissant ses amis maintenant comme une femme libre les choisit, par leurs valeurs et non par leurs besoins. Il se souvint d'un après-midi particulier où une certaine grande dame du comté, qui avait snobé Evan en pleine rue moins de 4 mois auparavant, vint au château, tout sourire et mémoire feinte. Protestant qu'elle n'avait jamais, pas un instant, cru aux méchantes histoires, et comment Evan l'avait reçue, avec une courtoisie si froide et si complète, que la femme repartit sans savoir si elle avait été pardonnée ou écorchée vive. Et le duc, qui savait, avait ri aux éclats quand la voiture fut partie. Pour la première fois dans cette maison depuis une décennie, et Ivan l'avait regardée, surprise puis ravie, comme si elle avait découvert une nouvelle pièce dans une maison qu'elle pensait connaître. Il réapprit à rire cette année-là. Elle le lui apprit, sans chercher à le faire, simplement en étant une chose avec laquelle il valait la peine de rire. Il se souvint surtout, et le plus souvent, des soirées ordinaires, ce qui était la chose extraordinaire. Pour un homme qui avait vécu 36 ans en se croyant fait seulement pour la solitude, l'inimitié et le froid. You deux près du feu, elle avec un livre ou les comptes du domaine, qu'elle gérait mieux que n'importe quel intendant qu'il ait jamais employé. Lui avec ses lettres. Le même arrangement que dans l'auberge de campagne où tout avait commencé. Sauf que l'auberge en avait été la coquille. Et ceci était le tout. Il levait les yeux de son travail et la trouvait déjà en train de le regarder. Et aucun des deux ne parlait. Et c'était suffisant, et plus que suffisant. Et lui, qui avait passé sa vie incapable de rester immobile, s'asseyait dans ce silence, comme un homme qui est enfin rentré après une vie passée sous la pluie. Car c'était la chose qu'il n'avait pas prévue au début, quand il était parti un matin de printemps pluvieux, et avait trouvé une femme debout, tête nue, dans un fossé, et lui avait demandé doucement qui l'avait blessé. Il avait pensé alors qu'il était le fort, le sauveur. La main de fer qui redresserait le monde tordu pour elle. Et il l'avait été, et heureux de l'être. Mais il n'avait pas compris, jusqu'à ce qu'il ait vécu quelques années marié à elle, qu'elle l'avait sauvé, tout aussi complètement qu'il l'avait sauvé. Que l'homme vide avec lequel il avait fait la paix était aussi véritablement en train de périr, à sa manière sèche, qu'elle périssait sous la pluie. Et que lorsqu'il s'était penché pour la sortir du fossé, sa main se fermant sur la sienne, l'avait sortie d'un gouffre tout aussi profond. Il était allé la sauver. Il avait, en la sauvant, été sauvé. Il ne le lui dit jamais avec ces mots, car il n'était pas un homme à qui de tels mots venaient facilement, même après une longue pratique. Mais elle le savait,
car elle le lisait mieux chaque année. Et c'était compris entre eux. Vint un soir, tard dans leur 3e été, chaud. La longue lumière dorée s'étendant sur le parc comme elle s'était étendue sur le sol du salon la nuit où elle avait dit oui. Et ils sortirent ensemble après le dîner, le duc de Vexin et sa duchesse, le long de la terrasse, où les roses qu'elle avait plantées avaient poussé avec confiance. Et elle s'arrêta et posa sa main sur la pierre chaude de la balustrade. Et elle regarda la terre, sa terre et la sienne. La terre qui serait morte avec lui et qui continuerait maintenant. Car un enfant allait arriver enfin. Et la maison qui avait été une tombe aurait une nursery avant la fin de l'année. Et le duc se tint à côté d'elle et regarda ce qu'elle regardait. Et il sentit son cœur trop plein pour sa taille. « Penses-tu parfois, dit-elle, à cette route, à la pluie? Chaque jour, dit-il. Je t'ai posé une question là-bas, et tu n'as pas voulu y répondre. Tu te souviens? Je me souviens. Tu as demandé qui m'avait fait ça. » Elle se tourna vers lui, et le soleil bas était dans ses yeux gris. Et elle était plus belle pour lui à 29 ans qu'elle ne l'avait été à 22. Parce qu'il savait maintenant tout ce qui se cachait derrière le visage. Tout l'acier, toute la tristesse et toute la force réparée d'elle. « Je ne voulais pas te le dire. Je ne te faisais pas confiance. Je pensais que tu n'étais qu'un homme de plus venu prendre quelque chose. Tu avais raison de le penser. C'est ce que les hommes avaient été. Je ne t'en veux pas de ne pas avoir pu deviner sous la pluie que j'étais l'exception. Il n'y avait rien en moi, Dieu sait, pour le rendre évident. Il y avait tout en toi pour le rendre évident, dit-elle. Seulement, je ne pouvais pas encore le voir à cause de la pluie dans mes yeux. Mais je vais te répondre maintenant, Isambard, bien que ce soit 3 ans en retard. Tu as demandé « Qui m'a fait ça ?» Et la vérité est que beaucoup d'hommes cruels m'ont fait beaucoup de choses cruelles. Et tu as fait payer chacun d'entre eux pour cela. Et je suis reconnaissante, plus reconnaissante que je n'ai jamais trouvé les mots pour le dire. Mais ce n'est pas toute la réponse, et ça ne l'a jamais été. Elle prit sa main, la droite, celle qui portait la chevalière, et la tint contre la pierre chaude entre eux. Car quoi qu'ils m'aient fait, ils ont aussi, sans le vouloir, fait ceci. Ils m'ont chassé sur une route un matin pluvieux, où un homme dur et solitaire passait. Un homme qui ne comptait pas. Un homme qui s'est arrêté. Et donc, quand tu me demandes qui m'a fait ça, Isambard, tout ça, les roses et la maison pleine de lumière, et l'enfant qui arrive, et l'homme qui m'aime, je découvre que je ne peux pas le mettre sur leur dos, aussi cruels qu'ils aient été. Je ne peux que le mettre sur le tien. C'est toi qui m'as fait ça. Tu as posé la question que personne d'autre ne voulait poser. Et puis tu n'as pas eu de repos avant d'avoir toute la terrible réponse. Et puis tu as dépensé ta fortune, ton nom, et ton cœur froid et intelligent, pour que la réponse soit la bonne. Voilà donc ma réponse. 3 ans en retard. Qui t'a fait ça, Evan? C'est moi, dit le duc. Et je le referai encore et chaque jour de ma vie, car tu es la seule chose que j'ai jamais faite dont je sois entièrement certain qu'elle était bonne. Le duc de Vexin ne pouvait pas parler. Il avait affronté des conseils, des tribunaux et des hommes cruels sans un tremblement. Et il se tenait sur sa propre terrasse, dans la lumière dorée, et ne pouvait pas trouver un seul mot. Et alors il fit la seule chose qui lui restait à faire. Ce fut de lever sa main à ses lèvres, le poignet qui avait autrefois porté la marque d'un autre homme, et qui ne portait maintenant que son baiser, et de la tenir là un long moment, tandis que le soleil se couchait. Et elle le laissa faire, et comprit, comme elle comprenait tout maintenant, tout ce qu'il ne pouvait pas dire. Et ainsi la femme qui avait été abandonnée, trompée et jetée sous la pluie, l'oubliée, celle que tout le comté avait accepté de rejeter, termina ses jours, non pas rejetée du tout, mais chérie au-delà de tout prix. Maîtresse de 2 domaines et du cœur d'un homme qui pensait n'en avoir aucun. Son nom lavé, ses torts réparés. Ces hommes cruels humiliés et dispersés aux 4 vents. Et rien de tout cela, à la fin, n'était la chose qui comptait pour elle. Et rien de tout cela n'était la chose qui comptait pour elle. Ce qui comptait, c'était eux deux près du feu, dans les soirées ordinaires, dans le silence qui suffisait. Ce qui comptait, c'était qu'il était venu sous la pluie. Ce qui comptait, c'était que lorsqu'il avait demandé doucement qui lui avait fait ça, il n'avait pas continué sa route quand elle ne voulait pas répondre, mais était resté, et restait encore, et resterait, le fer et le brillant de lui, tout le reste de sa vie dure et adoucie, jusqu'à la fin.
Il avait posé la question sous la pluie. Elle avait passé sa vie à y répondre au soleil. Et le duc de Vexin, qui ne voulait au début que la justice, découvrit qu'on lui avait donné quelque part en chemin, à la place, la seule chose qu'il n'avait jamais pensé demander. Et qu'il n'aurait maintenant échangé contre toute la justice du monde. Être, pour une femme, dans une maison, enfin et pour toujours. Non pas l'homme craint, ni l'homme dur, ni l'homme riche, mais seulement des sourires niais, et,